Je suis là pour vous aider à vous détendre et à dormir. Donc, si vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire en indiquant votre ville et l'heure à laquelle vous regardez. Maintenant, respirez profondément, détendez-vous et commençons. Je n'avais jamais vraiment cru aux fantômes ou aux phénomènes paranormaux. Tout ça me semblait être des histoires pour faire peur aux enfants ou vendre des livres. Mais ce qui s'est passé avec ma fille Camille a complètement bouleversé ma vision du monde. Ça a commencé de façon anodine. Camille avait 4 ans à l'époque et elle s'est mise à parler d'un ami invisible qu'elle voyait dans sa chambre. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était juste un ami imaginaire comme en ont beaucoup d'enfants. Elle l'appelait Lucas et disait qu'il venait jouer avec elle le soir. Mais au fil des semaines, ces descriptions sont devenues de plus en plus précises et troublantes. Un soir, alors que je l'abordais, elle m'a dit « Maman, Lucas est là, il te fait coucou ». J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Elle a continué en disant qu'il portait un t-shirt bleu et un short en jean. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que c'était exactement la tenue que portait mon petit frère Lucas le jour de son accident de voiture, 10 ans plus tôt. Camille ne l'avait jamais connu et je ne lui avais jamais montré de photos de lui enfant. J'ai essayé de me raisonner, me disant que c'était sûrement une coïncidence. Mais les coïncidences ont continué à s'accumuler. Un jour, Camille m'a demandé pourquoi il y avait un bébé qui pleurait dans la chambre d'amis. Cette pièce était auparavant notre chambre, et j'y avais fait une fausse couche quelques années avant la naissance de Camille. Je ne lui en avais évidemment jamais parlé. Les semaines suivantes ont été un véritable cauchemar. Camille voyait des gens transparents partout dans la maison. Elle les décrivait avec une précision effrayante. Leur apparence, leurs vêtements, ce qu'ils faisaient. Un soir, elle m'a réveillé en pleine nuit en hurlant. Quand je suis arrivé dans sa chambre, elle tremblait de tous ses membres. Elle m'a dit qu'une vieille dame très en colère était apparue au pied de son lit et lui criait dessus. La description qu'elle m'en a faite correspondait trait pour trait à ma grand-mère, décédée avant sa naissance. J'ai commencé à avoir peur de laisser Camille seule. Elle me racontait que les gens transparents lui parlaient, lui montraient des choses. Certains étaient gentils, d'autres effrayants. Elle disait que Lucas jouait souvent avec elle, lui montrait des tours de magie. Elle a même décrit en détail la cicatrice qu'il avait sur le menton, alors que je ne lui en avais jamais parlé. Un jour, alors que je rangeais le grenier, j'ai trouvé une vieille boîte contenant des photos de famille. Il y en avait plusieurs de Lucas enfant. Quand je les ai montrées à Camille, elle s'est exclamée « C'est Lucas, c'est mon copain ». J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Les nuits sont devenues un enfer. Camille se réveillait souvent en hurlant, terrorisée par ce qu'elle voyait. Elle me décrivait des scènes horribles, des gens blessés, en sang. Je ne savais plus quoi faire. J'ai consulté des médecins, des psychologues, mais personne ne trouvait d'explication rationnelle. Un soir particulièrement éprouvant, Camille s'est mise à pleurer sans s'arrêter. Elle m'a dit qu'un homme très méchant était dans sa chambre et qu'il voulait lui faire du mal. Sa description m'a glacé le sang. C'était mon oncle, mort en prison des années plus tôt après avoir été condamné pour des crimes horribles. J'ai décidé de contacter un médium, en désespoir de cause. Quand elle est entrée dans la maison, son visage s'est décomposé. Elle m'a dit que notre maison était un véritable carrefour pour les esprits, qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Elle a confirmé la présence de nombreuses entités, certaines bienveillantes, d'autres maléfiques. Nous avons déménagé peu après, espérant laisser tout ça derrière nous. Pendant quelques semaines, tout est redevenu normal. Camille ne parlait plus de ses amis invisibles, elle dormait paisiblement. J'ai commencé à me dire que tout ça n'avait peut-être été qu'une phase, une manifestation de son imagination débordante. Mais un matin, alors que nous prenions le petit déjeuner dans notre nouvelle maison, Camille a levé les yeux de son bol et m'a regardé avec un air grave que je ne lui connaissais pas. « Maman, ils nous ont suivis. Ils sont tous là », m'a-t-elle dit en pointant du doigt le salon vide. Depuis, notre vie est un constant balai entre le monde des vivants et celui des morts. Camille a appris à vivre avec son don ou sa malédiction,
Je ne sais pas vraiment comment le qualifier. Elle dit qu'elle peut les aider, ces âmes perdues. Parfois, elle me transmet des messages de personnes décédées pour leurs proches. Des messages si précis, si personnels, qu'il est impossible de douter de leur authenticité. Je ne sais toujours pas comment expliquer tout ça. Est-ce que ma fille est vraiment une médium? Est-ce que notre monde est vraiment peuplé d'esprits que seuls certains peuvent voir? Ou est-ce qu'il y a une explication rationnelle à tout ça que je n'arrive pas à voir? Ce dont je suis sûr, c'est que cette expérience a changé ma vie à jamais. Je ne vois plus le monde de la même façon. Chaque fois que j'entre dans une pièce, je me demande qui d'autre pourrait s'y trouver, invisible à mes yeux, mais pas à ceux de ma fille. Je sais que beaucoup de gens ne me croiront pas. J'aurais probablement réagi de la même façon il y a quelques années. Mais quand on vit au quotidien avec quelqu'un qui voit l'invisible, qui communique avec l'au-delà, on finit par remettre en question tout ce qu'on croyait savoir sur le monde. Aujourd'hui, Camille a 10 ans. Elle a appris à gérer son don, à ne pas être effrayée par ce qu'elle voit. Elle dit qu'elle veut aider les esprits à trouver la paix. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais une chose. Notre vie ne sera jamais ordinaire. Parfois, quand je la regarde jouer dans le jardin, parlant et riant avec des amis que je ne peux pas voir, je me demande si c'est vraiment un don ou un fardeau. Mais quand je vois la joie sur son visage, la compassion dans ses yeux quand elle parle de ses âmes perdues, je me dis que peut-être, juste peut-être, elle est là pour une raison. Pour jeter un pont entre notre monde et l'autre, pour apporter un peu de réconfort à ceux qui sont partis trop tôt. Je ne sais pas si je croirai un jour complètement aux fantômes, mais je crois en ma fille, en sa sincérité, en son désir d'aider. Et si cela signifie accepter l'existence d'un monde au-delà d'une autre, alors je suis prête à faire ce pas. Parce qu'au fond, n'est-ce pas rassurant de penser que ceux qu'on aime ne disparaissent jamais vraiment? Qu'ils restent là, quelque part, veillant sur nous? Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que tant que Camille et moi serons ensemble, nous pourrons affronter n'importe quoi, même les fantômes du passé. Je n'étais pas préparé à ce qui allait m'arriver ce jour-là. C'était censé être une simple visite touristique en famille dans un ancien hôpital psychiatrique reconverti en musée. Mais ce que nous avons vécu là-bas m'a glacé le sang et me hante encore aujourd'hui. Tout a commencé un samedi matin ensoleillé. Ma femme, nos 2 enfants et moi avions décidé de faire une sortie culturelle dans notre région. On nous avait parlé de cet ancien asile psychiatrique datant du 19e siècle, récemment transformé en musée retraçant l'histoire de la psychiatrie. Ça nous semblait être une bonne idée pour occuper notre journée. Dès notre arrivée sur le site, j'ai ressenti un certain malaise. Le bâtiment principal en pierre grise imposait le respect avec sa façade austère. Malgré la rénovation, on devinait son passé sombre derrière les fenêtres condamnées. Un frisson m'a parcouru l'échine lorsque nous avons franchi le portail d'entrée grinçant. La visite a débuté normalement, avec un guide nous expliquant l'histoire du lieu et les anciennes pratiques psychiatriques. Mais très vite, j'ai remarqué que ma fille de 8 ans, Léa, semblait mal à l'aise. Elle se cramponnait à ma main et regardait nerveusement autour d'elle. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a chuchoté qu'elle entendait des voix et des pleurs. J'ai mis ça sur le compte de son imagination, influencée par l'atmosphère pesante des lieux. Arrivé au 2e étage, notre guide nous a conduits dans une aile désaffectée, censée être le clou de la visite. C'est là que tout a basculé. À peine avions-nous franchi le seuil que les portes se sont brutalement refermées derrière nous dans un claquement assourdissant. Pris de panique, j'ai essayé de les ouvrir, en vain. Elles semblèrent bloquées par une force invisible. C'est alors que les lumières se sont mises à clignoter de façon erratique, plongeant le couloir dans une obscurité intermittente angoissante. Une odeur nauséabonde de moisissure et de décomposition a envahi l'air, me donnant la nausée. Les murs semblaient suintés d'une substance visqueuse et noirâtre. J'ai serré mes enfants contre moi, tentant de les rassurer alors que moi-même j'étais terrorisé. Soudain, un hurlement déchirant a retenti, semblant provenir de toutes les directions à la fois. Ce n'était pas un cri humain normal, mais quelque chose de profondément perturbant et inhumain. Mes enfants se sont mis à pleurer, ma femme était pétrifiée. J'ai crié au guide de nous faire sortir,
mais il avait disparu. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Au bout du couloir, dans la pénombre, se tenait une silhouette. Celle d'un jeune homme émacié, vêtu d'une blouse d'hôpital en lambeaux. Son visage était caché par ses longs cheveux sales, mais je pouvais sentir son regard fixé sur nous. Il a commencé à avancer lentement dans notre direction, d'une démarche saccadée et peu naturelle. Pris de panique, nous nous sommes mis à courir dans la direction opposée. Les couloirs semblaient interminables et se ressemblaient tous. À chaque tournant, la silhouette réapparaissait, toujours plus proche. J'entendais sa respiration rauque juste derrière nous. L'atmosphère était devenue glaciale, notre souffle formant des nuages de vapeur devant nos bouches. Après ce qui m'a semblé une éternité, nous avons finalement trouvé une porte entr'ouverte. Sans réfléchir, nous nous sommes engouffrés à l'intérieur et l'avons claquée derrière nous. C'était une ancienne chambre de patient, avec un lit rouillé et des sangles en cuir usé. Sur les murs, des griffures et des inscriptions inquiétantes étaient gravées. « Aidez-moi, ils viennent la nuit. Je ne suis pas fou. » Tremblant, nous nous sommes blottis dans un coin de la pièce. J'ai sorti mon téléphone pour appeler les secours, mais bien sûr, aucun réseau. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le mur en face de nous. Une partie semblait différente, comme si elle avait été récemment repeinte. Poussé par la curiosité malgré ma peur, je me suis approché et ai gratté la peinture avec mon ongle. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Sous la couche de peinture se trouvait une photo en noir et blanc, clouée au mur. Elle montrait une famille souriante, un couple et leurs 3 enfants. Mais les visages avaient été violemment griffés, comme si quelqu'un avait voulu les effacer, sauf celui d'un des garçons, qui semblait intact. En regardant de plus près, j'ai réalisé avec horreur que ce visage ressemblait trait pour trait à celui du jeune homme que nous avions vu dans le couloir. C'est à ce moment-là que la température de la pièce a chuté brutalement. Notre souffle s'est transformé en épais nuage de vapeur. Les murs ont commencé à suinter cette même substance noire et visqueuse. Et là, devant nos yeux horrifiés, la silhouette du jeune homme a traversé le mur comme s'il était fait de fumée. Il s'est avancé vers nous, ses pieds ne touchant pas le sol. De près, j'ai pu voir son visage émacié, ses yeux vides et son expression de souffrance infinie. Il a tendu une main squelettique vers nous, comme pour nous toucher. Ma fille a poussé un cri strident qui m'a transpercé les tympans. Instinctivement, j'ai attrapé une chaise rouillée qui traînait et l'ai brandie devant moi comme un bouclier. « Laissez-nous tranquilles !» ai-je hurlé, la voix tremblante. À ma grande surprise, l'apparition s'est figée. Elle a semblé hésiter un instant, puis a reculé lentement. C'est alors qu'une voix désincarnée a résonné dans la pièce, semblant venir de nulle part et de partout à la fois. Une voix d'enfant, emplie de douleur et de tristesse. « Aidez-moi, ils les ont tués. Je suis seul, si seul. » Mon cœur s'est serré. Malgré ma terreur, j'ai compris que cet esprit ne cherchait peut-être pas à nous faire du mal. Il était prisonnier de sa propre souffrance, condamné à revivre éternellement son traumatisme. J'ai baissé la chaise et, rassemblant tout mon courage, j'ai fait un pas vers lui. « Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé », ai-je dit doucement. « Mais tu n'es plus seul maintenant. Nous sommes là. Tu peux partir en paix. » L'apparition m'a fixé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, lentement, son expression s'est adoucie. Un faible sourire est apparu sur ses lèvres. Il a hoché la tête, comme pour me remercier, avant de commencer à s'estomper progressivement. Au moment où il a complètement disparu, les lumières se sont rallumées d'un coup. La substance noire sur les murs s'est évaporée, ne laissant aucune trace. La température est revenue à la normale, et la porte de la chambre s'est ouverte d'elle-même dans un grincement. Encore sous le choc, nous sommes sortis en tremblant. Dans le couloir, nous avons retrouvé notre guide et les autres visiteurs, qui semblaient n'avoir rien remarqué d'anormal. Comme si le temps s'était arrêté pour nous. Nous avons quitté le musée en hâte, sans dire un mot. Ce n'est qu'une fois dans la voiture que nous avons osé parler de ce qui venait de se passer. Personne ne pouvait l'expliquer rationnellement, mais nous savions tous que c'était réel. Plus tard, j'ai fait des recherches sur l'histoire de cet hôpital. J'ai découvert qu'au début du XXe siècle,
Une famille entière avait été sauvagement assassinée dans la région. Le seul survivant était leur jeune fils, qui avait assisté au massacre. Traumatisé, il avait passé le reste de sa vie dans cet asile, incapable de surmonter ce qu'il avait vécu. Je ne sais pas si notre expérience a permis à son esprit de trouver la paix. Mais depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de penser à lui, à sa solitude, à sa souffrance. Et je me demande combien d'autres âmes tourmentées errent encore dans les couloirs de cet ancien asile, prisonnières de leur propre enfer personnel. Cette expérience a profondément changé ma vision du monde et de l'au-delà. Elle m'a fait prendre conscience de la fragilité de la frontière entre notre réalité et ce qui se cache au-delà. Aujourd'hui encore, il m'arrive de me réveiller en sursaut la nuit, avec l'impression d'entendre cette voix d'enfant qui appelle à l'aide. Et je me demande si un jour nous pourrons vraiment comprendre les mystères qui nous entourent. Je comprends. Voici le récit en français, écrit du point de vue d'un parent, basé sur la prémisse donnée. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé dans notre nouvelle maison. Tout a commencé il y a quelques mois, peu après notre emménagement. Notre fils Léo, qui a 2 ans, s'est mis à parler d'un ami que personne d'autre ne pouvait voir. Au début, ma femme et moi pensions que c'était juste son imagination débordante. Vous savez comment sont les enfants à cet âge-là, ils inventent toutes sortes d'histoires. Mais au fil des jours, Léo devenait de plus en plus précis dans ses descriptions. Il parlait d'un monsieur gentil qui venait jouer avec lui dans sa chambre. Un soir, alors que je le bordais, il m'a dit « Papa, le monsieur est là, il te dit bonjour ». J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. La façon dont Léo fixait un point vide dans la pièce m'a vraiment perturbé. J'ai essayé de garder mon calme et de lui demander plus de détails. « Il est grand comment ce monsieur ?» Léo a levé sa petite main au-dessus de sa tête. « Comme toi, papa, mais il a les cheveux tout blancs. » Ma femme commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle a suggéré qu'on consulte un pédopsychiatre, pensant que Léo traversait peut-être une phase difficile liée au déménagement. Mais quelque chose me disait que c'était plus que ça. Les jours suivants, j'ai observé Léo plus attentivement. Il passait de longs moments à parler tout seul dans sa chambre, riant parfois aux éclats comme si quelqu'un lui racontait une blague hilarante. Un matin, je l'ai surpris en train de dessiner. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a répondu avec un grand sourire. « C'est le monsieur et moi ». Le dessin m'a glacé le sang. Certes, c'était un gribouillis d'enfant, mais on distinguait clairement 2 silhouettes. Une petite, censée représenter Léo, et une grande, avec ce qui ressemblait à des cheveux blancs. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que la grande silhouette semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Ma femme a commencé à avoir peur de laisser Léo seul dans sa chambre. Elle insistait pour qu'il dorme avec nous, mais je trouvais ça excessif. Après tout, nous n'avions jamais rien vu ni entendu de suspect dans la maison. C'était une construction récente, sans aucune histoire macabre. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon bureau, j'ai entendu Léo rire dans sa chambre. Il était presque minuit et il aurait dû dormir depuis longtemps. Intrigué, je me suis approché doucement de sa porte. Ce que j'ai entendu m'a fait froid dans le dos. Léo parlait, mais ce n'était pas son habituel babillage enfantin. Il s'exprimait clairement, utilisant des mots et des tournures de phrases bien au-delà de son âge. « Oui, je comprends », disait-il d'une voix étrangement mature. « Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à papa et maman. C'est notre secret. » J'ai ouvert brusquement la porte, m'attendant presque à voir quelqu'un d'autre dans la pièce. Mais Léo était seul, assis sur son lit, me regardant avec des yeux innocents. « Papa, tu m'as fait peur », a-t-il dit de sa petite voix habituelle. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé pour rester à la maison et observer Léo. Il jouait normalement, mais de temps en temps, il s'arrêtait net, comme s'il écoutait quelque chose. Puis il hochait la tête ou riait avant de reprendre son jeu. Ma femme a insisté pour qu'on fasse venir un médium. J'étais sceptique, mais à ce stade, j'étais prêt à tout essayer. La femme est arrivée un après-midi, alors que Léo faisait sa sieste. Dès qu'elle est entrée dans la maison, elle s'est figée. « Il y a une présence ici », a-t-elle murmuré.
Pas malveillante, mais forte. Elle a parcouru la maison, s'arrêtant longuement dans la chambre de Léo. C'est ici que c'est le plus fort, a-t-elle dit. Je sens un homme âgé. Il est attaché à cet endroit, pas à la maison elle-même, mais au terrain. Ces paroles m'ont fait réfléchir. J'ai fait des recherches sur l'histoire du terrain avant la construction de notre lotissement. J'ai découvert qu'il y avait eu une vieille ferme ici, il y a plus de 50 ans. Le dernier propriétaire était un vieil homme qui avait refusé de vendre pendant des années, jusqu'à sa mort. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Nous avons hésité à déménager, mais Léo semblait si heureux ici. Et étrangement, sa présence invisible ne semblait pas le perturber. Au contraire, il rayonnait. Un matin, alors que je prenais mon café, j'ai entendu Léo parler dans la cuisine. « Oui, je vais lui dire », disait-il. Puis il s'est tourné vers moi. « Papa, le monsieur dit qu'il est désolé de nous avoir fait peur. Il veut juste s'assurer que nous prenons bien soin de sa terre. » J'ai failli lâcher ma tasse. Comment Léo pouvait-il savoir pour l'ancien propriétaire? Nous ne lui en avions jamais parlé. Depuis ce jour, les choses se sont un peu calmées. Léo parle toujours de son ami, mais nous avons appris à vivre avec cette présence invisible. Parfois, quand je suis seul dans la maison, je sens comme un regard bienveillant sur moi. C'est difficile à expliquer, mais je ne me sens plus mal à l'aise. Notre maison est peut-être hantée, mais pas de la façon dont on pourrait le penser. C'est comme si nous partagions notre espace avec un gardien silencieux, veillant sur nous et sur la terre qu'il a tant aimée. Je ne sais pas si je croirai un jour totalement aux fantômes, mais cette expérience a définitivement changé ma perception du monde. Il y a peut-être plus de choses entre le ciel et la terre que ce que notre philosophie peut concevoir, comme disait Shakespeare. Et parfois, il faut les yeux innocents d'un enfant pour nous les faire voir. J'ai déménagé dans cette maison à Springfield, Illinois, avec ma femme et notre fils de 2 ans, Liam, il y a environ 6 mois. C'était censé être un nouveau départ pour nous, une chance de quitter la ville et de profiter d'un peu plus d'espace. La maison était parfaite, un bungalow des années 50 avec beaucoup de charme et un grand jardin pour Liam. Les premiers mois se sont bien passés. Nous nous sommes installés et avons commencé à nous sentir chez nous. Mais il y a environ 2 semaines, les choses ont commencé à changer. Ça a commencé par de petites choses que je n'ai pas vraiment remarquées au début. Liam semblait plus agité le soir, ne voulant pas aller au lit et pleurant quand on le mettait dans sa chambre. On a mis ça sur le compte d'une phase, vous savez comment sont les tout-petits. Puis une nuit, alors que je le bordais, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Papa, il y a un monsieur dans ma chambre. » J'ai regardé autour de nous. Bien sûr, il n'y avait personne. J'ai pensé que c'était juste son imagination qui travaillait. Je lui ai dit qu'il n'y avait personne et qu'il devait dormir. Mais il a insisté, pointant du doigt le coin près de sa commode. « Il est là, papa. » Le monsieur me regarde. J'avoue que ça m'a un peu secoué, la façon dont il le disait, avec tant de conviction. Mais je me suis dit que ce n'était rien, juste un enfant qui invente des histoires. Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme et je n'y ai plus pensé. Le lendemain soir, même chose. Cette fois, il était vraiment effrayé. « Le monsieur est revenu, papa. Il me fait peur. » J'ai allumé toutes les lumières, vérifié sous le lit, dans le placard, partout. Bien sûr, il n'y avait rien. J'ai essayé de le rassurer, lui disant que ce n'était que son imagination. Mais il était inconsolable. Ma femme et moi avons commencé à nous inquiéter. Nous n'avions jamais parlé de fantômes ou de choses du genre avec Liam. Il était trop jeune pour avoir vu des films d'horreur ou quoi que ce soit de ce genre. D'où lui venait cette idée? Les nuits suivantes, ça n'a fait qu'empirer. Liam refusait catégoriquement d'aller dans sa chambre. Il hurlait, se débattait, complètement terrifié. Quand on lui demandait de décrire ce qu'il voyait, il était étonnamment précis pour un enfant de 2 ans. C'est un monsieur grand. Il a des cheveux gris et il porte un costume noir. Il se tient toujours dans le coin et il me regarde. Il ne sourit pas. C'était toujours la même description, mot pour mot. Ma femme et moi étions de plus en plus mal à l'aise.
Comment un enfant de cet âge pouvait-il inventer quelque chose d'aussi spécifique et s'y tenir nuit après nuit? Une nuit, environ une semaine après le début de tout ça, j'ai décidé de rester dans la chambre de Liam. Je voulais le rassurer, lui montrer qu'il n'y avait rien à craindre. Je me suis assis dans le fauteuil à bascule près de son lit et j'ai attendu qu'il s'endorme. Il était presque minuit quand j'ai senti quelque chose. C'était subtil au début, comme un changement dans l'air. La température de la pièce a semblé chuter de plusieurs degrés en quelques secondes. J'ai senti mes poils se hérisser sur mes bras. Puis j'ai entendu Liam gémir dans son sommeil. Il s'est retourné, son petit visage crispé comme s'il faisait un cauchemar. Et c'est là que je l'ai vu. Dans le coin de la pièce, exactement là où Liam avait pointé du doigt, il y avait une sorte de... Je ne sais même pas comment le décrire. C'était comme une distorsion de l'air, comme la chaleur qui s'élève de l'asphalte un jour d'été. Mais ça avait une forme vaguement humaine. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, persuadé que c'était la fatigue qui me jouait des tours. Mais ça ne disparaissait pas. Au contraire, ça semblait devenir plus net, plus défini. Et puis, pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir un visage. Un visage âgé, avec des traits sévères et des yeux qui semblaient me fixer directement. J'ai senti une terreur glacée m'envahir. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas crier. J'étais paralysé. Aussi vite qu'elle était apparue, la forme s'est dissipée. La température de la pièce est revenue à la normale et Liam s'est calmé dans son sommeil. Je suis resté là, tremblant, incapable de croire ce que je venais de voir. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à ma femme. Elle était sceptique, bien sûr. Elle pensait que j'avais dû m'assoupir et faire un cauchemar. Mais je savais ce que j'avais vu. Nous avons décidé de faire des recherches sur l'histoire de la maison. Ce que nous avons découvert nous a glacé le sang. La maison avait appartenu à un certain Harold Miller dans les années 60. C'était un homme d'affaires local, connu pour être dur en affaires et peu apprécié dans la communauté. Il était mort dans la maison, dans ce qui avait été décrit comme un accident domestique. La photo que nous avons trouvée de lui correspondait exactement à la description que Liam faisait de son monsieur. Grand, cheveux gris, costume noir. Nous avons essayé de rationaliser tout ça. Peut-être que Liam avait vu cette photo quelque part et que son imagination avait fait le reste. Mais au fond de nous, nous savions que ce n'était pas ça. Les apparitions ont continué pendant encore quelques jours. Liam était toujours terrifié, mais il semblait presque s'y habituer. « Le monsieur est encore là, papa », disait-il simplement, sans la panique des premiers jours. Et puis, aussi soudainement que ça avait commencé, tout s'est arrêté. Un matin, Liam s'est réveillé et a annoncé « Le monsieur est parti, il a dit au revoir ». Depuis ce jour, il n'y a plus eu d'incident. Liam dort paisiblement dans sa chambre, sans aucune crainte. Ma femme et moi, nous essayons de nous convaincre que tout ça n'était qu'une étrange coïncidence, une série d'événements qu'on peut expliquer rationnellement. Mais parfois, la nuit, quand je passe devant la chambre de Liam, je sens un frisson me parcourir. Et je me demande si le monsieur est vraiment parti, ou s'il attend simplement, silencieux dans son coin, prêt à se manifester à nouveau. Cette expérience nous a profondément marqués. Nous n'en parlons pas beaucoup, même entre nous. C'est comme si en évitant le sujet, nous pouvions prétendre que ça n'est jamais arrivé. Mais je sais que je n'oublierai jamais ce que j'ai vu cette nuit-là dans la chambre de Liam. Je ne sais pas si je crois aux fantômes. Je ne sais pas si je veux y croire. Mais je sais ce que j'ai vu, ce que mon fils a vu. Et je sais que certaines choses dans ce monde défient toute explication rationnelle. Nous vivons toujours dans cette maison. La vie a repris son cours normal. Mais parfois, quand je suis seul, je sens comme une présence, comme si quelqu'un m'observait. Et je me demande si le monsieur est vraiment parti, ou s'il est toujours là, attendant le bon moment pour se manifester à nouveau. Cette expérience m'a appris une chose. Il y a plus dans ce monde que ce que nous pouvons voir ou comprendre. Et parfois, la frontière entre notre monde et l'inconnu est plus mince que nous ne le pensons. Je ne sais pas si nous resterons dans cette maison à long terme. Pour l'instant, tout va bien. Mais je ne peux m'empêcher de me demander, et si ça recommençait?
Et si le monsieur revenait? Serions-nous prêts à faire face à nouveau à l'inexplicable? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je ne regarderai plus jamais les coins sombres de la même façon. Je n'ai jamais cru aux fantômes ou aux phénomènes paranormaux. Du moins, pas jusqu'à ce que ma famille et moi emménagions dans cette maison au sud de Washington. C'était censé être un nouveau départ pour nous, un endroit où nous pourrions construire une vie heureuse. Mais dès le premier jour, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Tout a commencé par de petites choses. Des bruits étranges la nuit, des objets qui semblaient se déplacer tout seuls. Au début, je me suis dit que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours. Après tout, c'était une vieille maison. Il était normal qu'elle ait ses propres bruits et ses particularités. Mais au fil des semaines, les événements sont devenus de plus en plus difficiles à ignorer ou à expliquer rationnellement. Je me souviens particulièrement de cette nuit où j'ai entendu des pas dans le couloir. J'étais seul à la maison. Ma femme et mes enfants étaient partis pour le week-end chez leurs grands-parents. Les pas étaient lents, mesurés, comme si quelqu'un marchait délibérément pour se faire entendre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai attrapé la batte de baseball que je garde sous mon lit et je suis sorti dans le couloir. Rien. Pas âme qui vive. J'ai vérifié toutes les pièces, tous les placards. La maison était vide. Et pourtant, j'étais certain d'avoir entendu ces pas. Mais ce n'était que le début. Les choses ont vraiment pris une tournure effrayante quand ma fille, Amélie, a commencé à parler de la fille à la glace. Elle disait qu'une petite fille d'environ 10 ans apparaissait régulièrement dans le placard de notre chambre. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'un ami imaginaire. Mais la description d'Amélie était toujours la même. Une petite fille aux cheveux blonds, portant une robe d'été blanche, tenant toujours une glace à la main. Elle disait que la fille semblait triste et qu'elle essayait souvent de lui parler, mais qu'elle disparaissait dès qu'Amélie s'approchait trop près. Un soir, alors que je rangeais des vêtements dans le placard, j'ai senti un froid soudain m'envelopper. L'air est devenu glacial, au point que je pouvais voir ma respiration. Et là, du coin de l'œil, j'ai vu une silhouette. Une petite fille, exactement comme Amélie l'avait décrite. Elle m'a regardé avec des yeux tristes, a fait un petit signe de la main, puis a disparu. J'ai fermé le placard d'un coup sec et je suis sorti de la chambre en courant. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. À partir de ce moment-là, les apparitions se sont multipliées. Nous entendions régulièrement des rires d'enfants dans la maison, même quand nos enfants n'étaient pas là. Des objets se déplaçaient tout seuls sous nos yeux. Une fois, j'ai vu un livre voler à travers la pièce et s'écraser contre le mur. Ma femme a commencé à se plaindre de cauchemars récurrents où elle voyait une vieille dame assise au pied de notre lit, nous regardant dormir. Mais l'événement le plus terrifiant s'est produit un samedi après-midi. J'étais dans le jardin en train de tondre la pelouse quand j'ai entendu ma femme crier à l'intérieur de la maison. J'ai couru à l'intérieur pour la trouver tremblante dans la cuisine. Elle pointait du doigt vers le salon, incapable de parler. Quand j'ai regardé dans cette direction, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Là, au milieu du salon, se tenait une énorme panthère noire. Elle nous fixait de ses yeux jaunes brillants. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle semblait à la fois solide et transparente, comme si elle n'était pas tout à fait là. Elle a poussé un rugissement qui a fait trembler les murs de la maison, puis elle s'est évanouie dans l'air, ne laissant aucune trace de son passage. Nous avons essayé de rationaliser, de trouver des explications logiques à tout cela. Peut-être que la maison était construite sur un ancien cimetière indien, ou peut-être y avait-il eu des événements tragiques dans le passé qui avaient laissé une empreinte énergétique. Nous avons fait des recherches sur l'histoire de la maison, mais nous n'avons rien trouvé de particulièrement remarquable ou tragique. Nous avons même fait venir un médium, pensant qu'elle pourrait nous aider à comprendre ce qui se passait. Dès qu'elle est entrée dans la maison, elle est devenue pâle. Elle nous a dit que la maison était habitée par plusieurs entités, certaines bienveillantes, d'autres moins. Elle a mentionné spécifiquement la petite fille du placard, disant qu'elle était morte dans les années 50 d'une maladie et qu'elle cherchait simplement de la compagnie. La panthère, selon elle, était un esprit gardien,
protecteur de la maison, mais potentiellement dangereux si on le provoquait. Malgré tout cela, nous avons décidé de rester. C'était notre maison après tout. Nous avons appris à vivre avec ces présences, à les accepter comme faisant partie de notre quotidien. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Il y avait des moments où la peur était si intense que nous voulions fuir. Mais il y avait aussi des moments de calme, où la maison semblait presque bienveillante. Un soir, alors que je lisais une histoire à Amélie dans sa chambre, j'ai senti une présence derrière moi. J'ai tourné la tête et j'ai vu la petite fille à la glace, assise sur le bord du lit, écoutant attentivement l'histoire. Elle a souri quand elle a vu que je l'avais remarqué, puis elle s'est lentement estompée. C'était la première fois que je ne ressentais pas de peur en sa présence. Les années ont passé et les phénomènes n'ont jamais vraiment cessé. Nous avons appris à vivre avec, à les accepter comme une partie étrange mais inévitable de notre vie. Nos enfants ont grandi dans cette maison et pour eux, c'était normal d'avoir des amis invisibles. Même aujourd'hui, des années plus tard, je ne peux pas expliquer tout ce qui s'est passé dans cette maison. Je ne sais pas pourquoi nous avons été choisis pour vivre ces expériences. Mais je sais une chose, cette maison nous a changés. Elle nous a appris que le monde est plus vaste et plus mystérieux que nous ne le pensions. Elle nous a appris à faire face à nos peurs, à accepter l'inexplicable. Parfois, quand je suis seul dans la maison, je sens encore ses présences autour de moi. J'entends encore parfois les pas dans le couloir ou le rire lointain d'une petite fille. Et vous savez quoi? Ça ne me fait plus peur. C'est juste devenu une partie de notre histoire, de l'histoire de cette maison aux 2 étages et aux 1000 mystères. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, ni si un jour nous comprendrons vraiment ce qui s'est passé ici. Mais je sais une chose, cette maison, avec tous ses fantômes et ses mystères, est devenue notre foyer. Et malgré tout, ou peut-être à cause de tout cela, nous l'aimons. C'est notre maison aux 2 étages, notre maison aux 1000 histoires, et nous ne l'échangerions pour rien au monde. Je n'aurais jamais cru vivre une expérience aussi troublante. Tout a commencé il y a quelques mois, lors d'une soirée apparemment ordinaire au vieux pub de notre village. Ce pub, le Cheval Noir, est une véritable institution locale. Avec ses 200 ans d'histoire, il a vu défiler des générations de villageois et garde encore aujourd'hui son charme d'antan. Ce soir-là, ma femme Marie et moi avions décidé d'y emmener notre fille Chloé, 5 ans, pour dîner. L'ambiance était chaleureuse, comme toujours. Les poutres en bois sombre au plafond, les vieux tableaux au mur et l'odeur caractéristique de bière et de feu de cheminée donnaient à l'endroit une atmosphère unique. Nous étions installés à notre table habituelle, près de la grande cheminée en pierre. Chloé coloriait tranquillement pendant que nous discutions avec des amis rencontrés par hasard. Soudain, j'ai remarqué que ma fille ne dessinait plus. Elle fixait un point derrière moi, les yeux grands ouverts. J'ai d'abord pensé qu'elle était fatiguée, mais son expression m'a intrigué. « Chloé, ça va ma puce ?» lui ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête sans me regarder, toujours concentrée sur ce point invisible. Puis elle s'est mise à parler toute seule, comme si elle s'adressait à quelqu'un. J'ai échangé un regard inquiet avec Marie. Notre fille n'avait pas l'habitude de se comporter ainsi. « À qui tu parles, ma chérie ?» a demandé Marie. Ah, Chloé a enfin tourné la tête vers nous, l'air parfaitement serein. « Au monsieur avec le grand sourire là-bas » a-t-elle répondu en pointant du doigt l'espace vide derrière moi. Un frisson m'a parcouru l'échine. Il n'y avait personne. J'ai regardé autour de nous, pensant qu'elle faisait peut-être référence à un client du pub que je n'avais pas remarqué. Mais non, l'endroit où elle pointait était bel et bien vide. « Quel monsieur, Chloé ?» ai-je insisté, de plus en plus mal à l'aise. Le monsieur avec les vêtements bizarres. Il a un grand chapeau et une moustache. Il me fait coucou, a-t-elle expliqué comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Marie et moi nous sommes regardés, stupéfaits. Notre fille n'avait jamais eu d'amis imaginaires auparavant, et sa description était étonnamment précise pour une invention d'enfant. J'ai essayé de garder mon calme,
ne voulant pas effrayer Chloé. « Et qu'est-ce qu'il te dit, ce monsieur ?»« Il dit qu'il s'appelle Georges et que c'était sa maison avant. Il aime bien quand il y a du monde ici, » a répondu Chloé avant de reprendre son coloriage comme si de rien n'était. Cette réponse m'a glacé le sang. Georges, le prénom du fondateur du pub, mort il y a près de 2 siècles. Comment Chloé pouvait-elle connaître ce détail? Nous ne lui en avions jamais parlé. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une atmosphère étrange. Chloé continuait de jeter des coups d'œil et de sourire vers ce point vide, tandis que Marie et moi tentions de garder une apparence normale. Mais intérieurement, j'étais bouleversé. Une fois rentré à la maison et Chloé couchée, nous avons longuement discuté de cet incident avec Marie. Était-ce simplement le fruit de l'imagination débordante d'une enfant, ou y avait-il quelque chose de plus? Les jours suivants, j'ai fait des recherches sur l'histoire du pub. J'ai découvert que George Thompson, le fondateur, était effectivement décédé dans le bâtiment en 1823. Les descriptions de son apparence correspondaient étrangement à ce que Chloé avait décrit. Grand chapeau, moustache imposante, vêtements d'époque. Cette coïncidence m'a hanté pendant des semaines. Je me suis surpris à scruter les coins sombres du pub lors de nos visites suivantes, cherchant la moindre trace de cette présence invisible. Mais rien. Chloé, elle, n'a plus jamais mentionné le monsieur au grand sourire. J'aurais probablement fini par oublier cet épisode troublant si un autre événement étrange ne s'était pas produit quelques mois plus tard. C'était le jour de la photo de classe de Chloé. Ce matin-là, tout semblait normal. J'ai accompagné ma fille à l'école, l'ai embrassée et lui ai souhaité de bien sourire pour la photo. La journée s'est écoulée sans incident. Le soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé Marie assise à la table de la cuisine, l'air bouleversé. Elle tenait entre ses mains tremblantes ce qui semblait être la photo de classe. « Chérie, il faut que tu vois ça », m'a-t-elle dit d'une voix blanche en me tendant le cliché. J'ai pris la photo, intrigué par son comportement. Au premier coup d'œil, tout semblait normal. Les enfants alignés en rang, les sourires forcés, les cheveux soigneusement coiffés. Chloé était au premier rang, son petit visage rayonnant. Puis j'ai vu ce que Marie avait repéré. Juste derrière Chloé, flottant à quelques centimètres du sol, se trouvait une silhouette féminine translucide. On distinguait clairement les contours d'une robe longue, des cheveux relevés en chignon, mais le visage était flou. La silhouette semblait regarder directement vers l'objectif. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai retourné la photo, l'ai examinée sous tous les angles, cherchant une explication rationnelle. Un reflet, un défaut du papier, mais non, la forme était trop nette, trop détaillée pour être une simple anomalie. Tu as demandé à l'école ? Ai-je balbutié. Marie a hoché la tête. J'ai appelé le photographe. Il est aussi choqué que nous. Il jure qu'il n'y avait personne d'autre dans le cadre quand il a pris la photo. Il m'a même envoyé le fichier numérique original. Elle m'a montré l'image sur son téléphone. La silhouette y était aussi, parfaitement visible. Et Chloé, qu'est-ce qu'elle en dit ? Ai-je demandé, redoutant la réponse. Elle dit que c'est la dame gentille qui vient parfois dans sa chambre la nuit pour lui raconter des histoires, a murmuré Marie, au bord des larmes. Cette révélation m'a fait l'effet d'un coup de poing. Notre fille voyait des gens que nous ne pouvions pas voir. Depuis combien de temps cela durait-il ? Et surtout, qui ou quoi étaient ces apparitions ? Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de questionnements. Nous avons hésité à en parler à quelqu'un, de peur de passer pour des fous. J'ai passé des nuits entières à faire des recherches sur Internet, lisant des témoignages similaires, des théories sur les fantômes et les médiums. Nous avons même envisagé de consulter un médium local, mais quelque chose nous retenait. Et si tout cela n'était qu'une série de coïncidences ? Et si en donnant trop d'importance à ces événements, nous finissions par effrayer Chloé ou pire, par encourager ce phénomène ? Finalement, nous avons décidé d'en parler calmement avec notre fille. Un soir, après le dîner, nous nous sommes installés dans le salon, Chloé entre nous sur le canapé. « Ma puce, tu te souviens de la dame que tu as vue sur ta photo de classe ?» Ai-je commencé doucement.
Chloé a hoché la tête, l'air parfaitement serein. Oui, c'est Madame Rose. Elle est gentille. Marie et moi avons échangé un regard. Et tu la vois souvent, Madame Rose? A demandé ma femme d'une voix tremblante. Pas tout le temps. Mais des fois, quand j'ai peur la nuit, elle vient me raconter des histoires pour que je m'endorme, a expliqué Chloé comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai pris une grande inspiration. Et le monsieur du pub, tu le vois encore? Chloé a secoué la tête. Non, il m'a dit qu'il devait rester dans sa maison, mais il était content que je puisse le voir. Nous avons continué à discuter pendant un moment, essayant de comprendre ce que vivait notre fille sans l'effrayer. Elle parlait de ses amis invisibles avec une telle normalité que c'en était déconcertant. Pour elle, il n'y avait rien d'extraordinaire à voir des gens que les autres ne voyaient pas. Cette conversation nous a laissés avec plus de questions que de réponses. Devions-nous nous inquiéter? Fallait-il consulter un spécialiste? Ou simplement accepter que notre fille avait peut-être un don particulier? Les semaines ont passé, et petit à petit, les apparitions semblaient se faire plus rares. Chloé n'en parlait presque plus, sauf occasionnellement pour mentionner une histoire que Madame Rose lui avait racontée. Un jour, environ 2 mois après l'incident de la photo, j'ai décidé de la ressortir pour l'examiner à nouveau. À ma grande surprise, la silhouette avait disparu. La photo était parfaitement normale, comme si la forme fantomatique n'avait jamais existé. J'ai appelé Marie, incrédule. Nous avons comparé avec le fichier numérique sur son téléphone. Là aussi, plus aucune trace de l'apparition. C'était comme si toute preuve de cet événement étrange s'était volatilisée. Aujourd'hui, près d'1 an après ces événements, je ne sais toujours pas quoi en penser. Chloé, maintenant âgée de 6 ans, est une petite fille parfaitement normale et heureuse. Elle ne mentionne plus ses amis invisibles, et nous n'avons plus connu d'expériences inexpliquées. Parfois, je me demande si tout cela n'était qu'un rêve étrange, une hallucination collective. Mais quand je repense à la précision des détails, à l'émotion que nous avons ressentie, je sais au fond de moi que c'était réel. Ces expériences m'ont ouvert les yeux sur un monde que je ne soupçonnais pas. Un monde où la frontière entre le visible et l'invisible est peut-être plus fine que nous ne le pensons. Un monde où les histoires que nous considérons comme de simples légendes ont peut-être un fond de vérité. Je ne cherche plus activement de réponse. J'ai appris à vivre avec cette part de mystère, à accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Mais chaque fois que j'entre dans le vieux pub du village, je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil vers l'endroit où Chloé avait vu le monsieur au grand sourire. Et parfois, juste parfois, j'ai l'impression de sentir une présence bienveillante qui veille sur nous. Cette expérience a changé ma perception du monde et de la réalité. Elle m'a appris que l'extraordinaire peut surgir dans les moments les plus ordinaires, et que parfois, il faut simplement accepter le mystère plutôt que de chercher à tout prix une explication rationnelle. Je ne sais pas si nous revivrons un jour quelque chose de similaire. Mais une chose est sûre, je ne regarderai plus jamais une vieille photo ou un pub historique de la même façon. Car qui sait quels secrets, quelles histoires, quels visiteurs invisibles ils peuvent abriter. J'ai vécu dans cette maison pendant près de 2 ans, et je peux vous dire que ça a été l'expérience la plus troublante de toute ma vie. Au début, je n'y croyais pas du tout. Les fantômes, les esprits, tout ça, c'était des histoires pour les enfants ou les films d'horreur, pas quelque chose qui pouvait arriver dans la vraie vie. Mais ce qui s'est passé dans cette vieille maison de 1929 en Californie a complètement changé ma vision des choses. Tout a commencé quelques semaines après mon emménagement. Je me suis réveillé en pleine nuit, vers 3h30 du matin, avec cette sensation bizarre d'être observé. Vous savez, ce frisson qui vous parcourt l'échine quand vous sentez une présence dans la pièce. J'ai ouvert les yeux et j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Là, au pied de mon lit, il y avait un homme. Mais pas un homme normal. Il était légèrement transparent, comme si je pouvais voir à travers lui. Il portait une salopette et une chemise blanche, comme un ouvrier d'une autre époque. Ce qui m'a le plus marqué, c'est son visage. Il avait l'air bienveillant, pas effrayant du tout,
Il m'a fait un petit signe de la main d'une façon très particulière, comme s'il tournait son poignet de gauche à droite rapidement. Et puis, en un clin d'œil, il a disparu. J'ai passé le reste de la nuit à me convaincre que j'avais rêvé, que c'était le stress du déménagement, la fatigue, n'importe quoi sauf un vrai fantôme. Mais au fond de moi, je savais que c'était réel. J'avais vu quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Les jours suivants, j'ai essayé d'oublier cet incident. Je me suis plongé dans mon travail, j'ai rangé la maison, j'ai fait comme si de rien n'était. Mais chaque nuit, vers 3 heures du matin, je me réveillais en sursaut, le cœur battant. Je n'osais pas ouvrir les yeux, de peur de le revoir. Et puis, environ une semaine plus tard, ça s'est reproduit. Cette fois, j'étais dans la cuisine en train de boire un verre d'eau. J'ai senti un courant d'air froid, et quand je me suis retourné, il était là. Le même homme, avec sa salopette et sa chemise blanche. Il m'a fait le même signe de la main, ce geste si particulier. J'ai laissé tomber mon verre qui s'est brisé sur le sol. Le bruit m'a fait sursauter et quand j'ai relevé les yeux, il avait disparu. Cette fois, je ne pouvais plus nier. J'avais vu un fantôme. Un vrai fantôme. J'ai passé des heures sur Internet à chercher des informations sur la maison, sur son histoire. J'ai appris qu'elle avait été construite en 1929 par un certain Philippe Durand, un immigrant français qui travaillait comme charpentier. Il était mort dans un accident de chantier quelques années plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de l'appeler Philippe. Les apparitions sont devenues plus fréquentes. Toujours entre 3 heures et 4 heures du matin. Philippe apparaissait dans différentes pièces de la maison, mais son comportement était toujours le même. Il me regardait, faisait son petit signe de la main et disparaissait. Je commençais presque à m'y habituer, aussi étrange que cela puisse paraître. Un jour, ma mère est venue me rendre visite. Je ne lui avais rien dit de mes expériences, de peur qu'elle me prenne pour une folle. Mais le soir même, alors que nous étions assises dans le salon à discuter, elle s'est brusquement interrompue. Elle fixait un point derrière moi, les yeux écarquillés. « Tu as vu ça ?» m'a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Cette ombre qui vient de passer dans le couloir ?» Mon cœur s'est serré. Je n'avais rien vu, mais je savais exactement de quoi elle parlait. Cette nuit-là, j'ai tout raconté à ma mère. Les apparitions de Philippe, son geste caractéristique, mes recherches sur l'histoire de la maison. À ma grande surprise, elle m'a cru. Elle m'a même confié qu'elle avait toujours eu un certain don pour percevoir ce genre de choses, mais qu'elle n'en parlait jamais par peur d'être jugée. Quelques semaines plus tard, ma sœur est venue me rendre visite avec sa fille de 6 ans, Léa. Je n'avais rien dit à personne d'autre sur Philippe, voulant éviter les regards sceptiques ou inquiets. Mais le matin de leur départ, alors que nous prenions le petit déjeuner, Léa a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Tata, j'ai vu le monsieur gentil cette nuit, celui avec la salopette qui fait coucou comme ça. » Et elle a reproduit exactement le geste caractéristique de Philippe. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Ma sœur a ri, pensant que c'était juste l'imagination débordante de sa fille. Mais moi, je savais. Léa avait vu Philippe. Un enfant de 6 ans qui n'avait aucune raison d'inventer une telle histoire, avait vu exactement la même chose que moi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir Philippe différemment. Ce n'était plus une présence effrayante, mais plutôt rassurante. Je me suis mise à lui parler quand il apparaissait. Je ne recevais jamais de réponse, bien sûr, mais j'avais l'impression qu'il m'écoutait. Je lui racontais ma journée, mes soucis, mes joies. C'était comme avoir un confident silencieux et invisible. Une nuit, alors que je traversais une période difficile au travail, je me suis réveillé en pleurs. Et là, au pied de mon lit, il y avait Philippe. Il ne m'a pas fait son signe habituel. À la place, il a tendu la main vers moi, comme pour me réconforter. Je n'ai pas ressenti de contact physique, bien sûr, mais une vague de chaleur et de réconfort m'a envahi. Pour la première fois, j'ai vraiment senti que Philippe était là pour veiller sur moi, pour me protéger. J'ai commencé à faire des recherches plus approfondies sur l'histoire de la maison et sur Philippe Durand. J'ai découvert qu'il avait laissé derrière lui une jeune femme enceinte lorsqu'il était mort. Sa fille, qu'il n'avait jamais connue, avait grandi dans cette maison.
J'ai réussi à retrouver sa petite fille, une dame âgée qui vivait dans une ville voisine. Quand je lui ai parlé de mes expériences, elle n'a pas semblé surprise. Elle m'a confié que sa mère lui avait toujours dit que son père veillait sur elle, même après sa mort. Les mois ont passé, et la présence de Philippe est devenue une partie de ma vie quotidienne. Je ne le voyais pas tous les jours, mais je sentais toujours sa présence bienveillante. Il y a eu des moments où j'ai eu peur, bien sûr. Des nuits où le moindre bruit me faisait sursauter, où l'ombre d'un arbre sur le mur me semblait menaçante. Mais Philippe était toujours là, avec son petit geste rassurant, comme pour me dire que tout allait bien. Un soir, alors que je rentrais tard du travail, j'ai eu la sensation que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était entr'ouverte, alors que j'étais sûr de l'avoir fermée à clé le matin. J'ai hésité à entrer, terrifié à l'idée qu'un intrus puisse être à l'intérieur. C'est alors que j'ai vu Philippe, debout dans l'entrée. Il m'a fait son signe habituel puis a pointé du doigt vers l'extérieur. J'ai compris le message et j'ai appelé la police. Il s'est avéré qu'un cambrioleur avait effectivement tenté de s'introduire chez moi, mais avait été dérangé avant de pouvoir voler quoi que ce soit. Je suis persuadé que c'est Philippe qui l'a fait fuir. Cet événement a renforcé ma conviction que Philippe était vraiment là pour me protéger. Je me suis mise à lui parler encore plus souvent, à le remercier pour sa présence. Parfois, quand j'étais seul à la maison, je sentais des courants d'air froid, où j'entendais de légers bruits, comme si quelqu'un se déplaçait dans une autre pièce. Au lieu d'avoir peur, ces manifestations me rassuraient. C'était juste Philippe qui faisait sa ronde. La dernière fois que j'ai vu Philippe, c'était la veille de mon déménagement. J'avais décroché un nouveau travail dans une autre ville, et je devais quitter la maison. Cette nuit-là, je me suis réveillé comme d'habitude vers 3 heures du matin. Philippe était là, au pied de mon lit. Mais cette fois, son expression était différente. Il avait l'air triste. Il m'a fait son signe habituel, mais plus lentement, comme s'il me disait au revoir. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je lui ai dit merci, merci pour tout. Et puis, il a disparu pour la dernière fois. Le lendemain, en quittant la maison, j'ai eu l'impression de laisser derrière moi bien plus que des murs et des souvenirs. Je laissais un ami, un protecteur. J'ai souvent repensé à Philippe depuis. Je me demande s'il est toujours dans cette maison, s'il veille sur ses nouveaux occupants comme il a veillé sur moi. Cette expérience a complètement changé ma vision du monde. Je ne peux plus nier l'existence de choses que nous ne comprenons pas, de réalités qui dépassent notre entendement. Je sais que beaucoup de gens ne me croiront pas si je leur raconte cette histoire. Ils penseront que j'ai imaginé tout ça, ou que j'essaie de les effrayer. Mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais que Philippe était réel. Parfois, quand je me réveille en pleine nuit, j'espère presque voir Philippe au pied de mon lit, avec son petit geste de la main. Mais il n'est jamais venu dans ma nouvelle maison. Je suppose que son rôle était de veiller sur cette vieille demeure de 1929, et sur ceux qui y vivaient. J'espère qu'il continue à le faire, qu'il apporte à d'autres le réconfort et la protection qu'il m'a offert. Je ne sais pas si je reverrai un jour un fantôme. Je ne sais même pas si je le souhaite. Mais ce que je sais, c'est que mon expérience avec Philippe m'a appris que le monde est bien plus vaste et mystérieux que nous ne le pensons, et que parfois, les présences que nous ne pouvons pas expliquer sont justement celles qui nous apportent le plus. Je n'oublierai jamais l'été 2006, quand ma famille et moi avons emménagé dans cette maison apparemment ordinaire à Fort Riley, au Kansas. En tant que militaire, j'étais habitué aux déménagements fréquents, mais rien ne m'avait préparé à ce qui nous attendait au 85B Schofield Circle. Dès le premier jour, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. L'atmosphère était lourde, comme si un nuage invisible pesait sur nos épaules. Ma femme et mes enfants ne semblaient pas le remarquer, mais moi, je ne pouvais pas l'ignorer. La première nuit a été calme, trop calme même. Le silence était oppressant, comme si la maison retenait son souffle. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par un bruit sourd venant du rez-de-chaussée. Pensant que c'était peut-être l'un des enfants, je suis descendu pour vérifier. La cuisine était plongée dans l'obscurité,
Mais j'ai clairement vu une chaise bouger toute seule, glissant sur le sol comme si quelqu'un venait de se lever. Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai allumé la lumière, m'attendant à voir l'un de mes enfants, mais il n'y avait personne. J'ai vérifié toutes les pièces, tous dormaient profondément. Le lendemain, j'ai essayé de me convaincre que j'avais rêvé. Mais les événements étranges ont continué. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient sans raison. Au début, je pensais à un problème électrique, mais l'électricien n'a rien trouvé d'anormal. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon bureau, j'ai entendu des pas lourds dans l'escalier. Le son était si distinct que je pouvais presque sentir les vibrations dans le plancher. J'ai appelé ma femme, pensant qu'elle descendait, mais elle m'a répondu du premier étage, sa voix lointaine et endormie. Les pas, eux, continuaient, comme si quelqu'un montait et descendait sans cesse. J'ai commencé à faire des recherches sur la maison. C'est là que j'ai découvert l'histoire du fantôme Buckskin, surnommé Bucky. Apparemment, notre maison était connue dans la région pour son activité paranormale. La société historique locale organisait même des visites pour parler du fantôme résident. J'étais partagé entre le soulagement de ne pas être fou et la terreur de vivre dans une maison hantée. Les incidents se sont multipliés. Un jour, alors que je prenais ma douche, j'ai entendu la radio du salon s'allumer toute seule. Ce n'était pas de la musique, juste des grésillements assourdissants. J'ai couru, enveloppé dans une serviette, pour l'éteindre. Quand je suis arrivé dans le salon, la radio était éteinte, mais le son continuait. Il semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Ma femme commençait à remarquer des choses aussi. Elle se plaignait que ces objets disparaissaient pour réapparaître à des endroits improbables. Une fois, elle a retrouvé sa brosse à cheveux dans le réfrigérateur. Une autre fois, ses clés étaient dans le four. Les enfants, eux, semblaient moins affectés. Parfois, je les entendais rire et parler seuls dans leur chambre. Quand je leur demandais à qui ils parlaient, ils me répondaient simplement « à l'homme gentil ». Cela me glaçait le sang. Une nuit, alors que tout le monde dormait, j'ai été réveillé par un froid intense. La température dans notre chambre avait chuté de manière drastique. Je pouvais voir mon souffle former de petits nuages dans l'air. C'est alors que j'ai vu une silhouette sombre au pied de notre lit. Elle était floue, comme faite de fumée, mais je pouvais distinguer la forme d'un homme portant ce qui ressemblait à une veste en peau de daim. Il m'a regardé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, puis a simplement disparu. La température est redevenue normale presque instantanément. J'ai essayé d'en parler à mes collègues, mais la plupart se moquaient de moi ou me conseillaient de moins boire. Certains, cependant, hochèrent la tête avec compréhension. Il semblait que notre maison n'était pas la seule à Fort Riley à avoir une réputation de hantise. Les choses ont atteint leur paroxysme un samedi après-midi. Toute la famille était réunie dans le salon, regardant un film. Soudain, tous les meubles ont commencé à trembler. Pas comme lors d'un tremblement de terre, non. C'était comme si chaque meuble vibrait individuellement. Les cadres sur les murs se sont mis à osciller violemment, certains tombant au sol. Les enfants ont commencé à pleurer, ma femme criait. Et au milieu de ce chaos, j'ai entendu un rire profond, presque joyeux, qui semblait venir des murs eux-mêmes. Cet incident a duré peut-être une minute, mais il a semblé durer une éternité. Quand tout s'est enfin calmé, nous étions tous sous le choc. Ma femme m'a regardé, les yeux écarquillés, et a simplement dit « Il faut qu'on parte d'ici ». Nous avons passé la nuit chez des amis, et le lendemain, j'ai demandé un transfert d'urgence. Par chance, une opportunité s'est présentée rapidement et nous avons pu déménager dans les semaines qui ont suivi. Même aujourd'hui, des années plus tard, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé dans cette maison. J'ai essayé de rationaliser, de trouver des explications logiques, mais rien ne colle. Les souvenirs de notre séjour au 85B Schofield Circle me hantent encore, comme si une partie de moi était restée là-bas, piégée avec le fantôme Buckskin. Je sais que beaucoup ne me croiront pas. Parfois, je doute moi-même de ce que j'ai vécu, mais quand je ferme les yeux la nuit, je peux encore entendre ces pas lourds dans l'escalier, sentir ce froid intense et voir cette silhouette floue au pied de mon lit.
Et je me demande si Bucky est toujours là, attendant sa prochaine famille. J'ai appris plus tard que d'autres familles avaient emménagé dans cette maison après nous. Certaines sont parties rapidement, d'autres sont restées. Je me demande souvent ce qu'elles ont vécu, si elles ont rencontré Bucky, si elles ont ressenti cette présence oppressante que nous avons endurée pendant ces mois. Je ne suis jamais retourné à Fort Riley, et je ne le ferai probablement jamais. Certains endroits laissent des cicatrices invisibles, des blessures qui ne guérissent jamais complètement. Le 85B Schofield Circle est l'un de ces endroits pour moi. Il a changé ma perception du monde, m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la réalité. Parfois, quand je suis seul et que la nuit est particulièrement silencieuse, je me surprends à tendre l'oreille, à la recherche de ces bruits familiers, les pas dans l'escalier, le grincement des meubles qui bougent tout seuls, le rire lointain venant des murs. Et pendant un instant, je suis de retour dans cette maison, face à l'inexplicable, impuissant devant des forces que je ne peux ni comprendre ni contrôler. Je sais que cette histoire peut sembler difficile à croire. Si quelqu'un m'avait raconté cela il y a quelques années, j'aurais probablement ri et pensé qu'il avait trop d'imagination. Mais l'expérience change un homme. Elle ouvre des portes dans notre esprit que nous ne savions même pas fermer, nous forçant à considérer des possibilités que nous aurions auparavant rejetées sans hésitation. Je ne sais pas ce qu'était Bucky. Un fantôme, un esprit, une manifestation de quelque chose que la science n'a pas encore expliqué. Tout ce que je sais, c'est qu'il était réel, aussi réel que la peur qui me réveille encore parfois au milieu de la nuit, aussi réel que les cauchemars qui hantent encore mes enfants de temps en temps. J'ai essayé de parler à d'anciens résidents de Fort Riley, cherchant des réponses, des explications, ou peut-être juste une confirmation que je n'étais pas seul dans cette expérience. Certains ont partagé des histoires similaires, parlant de phénomènes étranges, de présences inexpliquées. D'autres m'ont regardé comme si j'étais fou. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont cette expérience a affecté ma famille. Ma femme, qui était auparavant sceptique face à tout ce qui touchait au paranormal, est maintenant beaucoup plus ouverte d'esprit. Mes enfants, bien qu'ils aient été jeunes à l'époque, ont des souvenirs vivaces de « l'homme gentil ». Ils en parlent encore parfois, avec un mélange de fascination et de peur. Je me demande souvent ce qui serait arrivé si nous étions restés. Aurions-nous fini par nous habituer à la présence de Bucky? Aurait-il fini par nous chasser? Ou aurions-nous simplement perdu la raison, incapables de faire face à cette réalité qui défiait tout ce que nous pensions savoir? Ces questions restent sans réponse, et c'est peut-être mieux ainsi. Certains mystères sont peut-être destinés à rester non résolus, certaines expériences à rester inexpliquées. Tout ce que je sais, c'est que l'été 2006 a changé ma vie à jamais. Il a ouvert mes yeux sur un monde que je ne soupçonnais pas, un monde où les frontières entre le possible et l'impossible sont floues, où la réalité telle que nous la connaissons peut être remise en question à tout moment. Si vous passez un jour par Fort Riley et que vous apercevez le 85B Schofield Circle, prenez un moment pour vous arrêter. Regardez les fenêtres, écoutez attentivement. Peut-être entendrez-vous des pas dans l'escalier, peut-être verrez-vous une ombre passer devant une fenêtre, et peut-être, juste peut-être, rencontrerez-vous Bucky. Mais soyez prêts, car une telle rencontre pourrait changer votre vie, comme elle a changé la mienne. N'oublierai jamais cette nuit-là. Ça fait des années maintenant, mais les souvenirs sont encore si vifs dans mon esprit. Notre vieille ferme familiale, construite en 1880, avait toujours eu une réputation d'être hantée. Depuis que je suis né, j'ai grandi avec des histoires de fantômes et d'esprits qui habitaient notre maison. Au fil des années, nous nous étions habitués à leur présence et à leurs manifestations occasionnelles. C'était devenu une partie de notre quotidien, aussi normal que le chant du coq le matin. Cette nuit-là, je me souviens m'être réveillé en sursaut vers 2 heures du matin. J'avais entendu un bruit sourd venant du rez-de-chaussée. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Les bruits étranges étaient monnaie courante dans notre vieille bâtisse. Combien de fois avais-je entendu des pas dans le couloir alors que tout le monde dormait, ou vu des objets se déplacer tout seuls sur les étagères?
C'était notre normalité. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Le bruit était plus fort, plus insistant. Je me suis redressé dans mon lit, tendant l'oreille. Mon cœur s'est mis à battre plus vite quand j'ai entendu un autre bruit, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir une porte verrouillée. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone posé sur la table de nuit. 2h17 du matin, trop tard pour que ce soit l'un des membres de la famille qui serait rentré tard. Mes parents dormaient dans la chambre d'à côté, et mon frère était parti en voyage d'affaires. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Ce n'est rien, me suis-je dit. Juste un autre tour de nos fantômes habituels. Mais une petite voix dans ma tête me disait que quelque chose n'allait pas. Je me suis levé doucement, évitant de faire grincer le plancher. J'ai enfilé mes chaussons et j'ai attrapé la lampe torche que je gardais toujours à portée de main. Avec précaution, j'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir sombre. Rien. Pas un bruit, pas un mouvement. J'ai commencé à descendre l'escalier, marche par marche, en essayant de faire le moins de bruit possible. Chaque craquement du vieux bois sous mes pieds me faisait sursauter. J'ai atteint le rez-de-chaussée et j'ai balayé la pièce principale de ma lampe torche. Tout semblait normal. Les meubles étaient à leur place, rien ne semblait avoir été dérangé. J'ai poussé un soupir de soulagement. Peut-être que j'avais imaginé ces bruits après tout. C'est alors que j'ai entendu un bruit de verre brisé venant de la cuisine. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. Cette fois, ce n'était pas mon imagination. J'ai hésité. Devais-je remonter et réveiller mes parents? Appeler la police? Mais si c'était juste une autre manifestation paranormale? Nous avions l'habitude de gérer ce genre de choses nous-mêmes. Rassemblant tout mon courage, j'ai décidé d'aller voir par moi-même. Je me suis dirigé vers la cuisine, ma lampe torche tremblant légèrement dans ma main. En approchant de la porte, j'ai entendu des bruits de pas et des murmures étouffés. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai poussé la porte de la cuisine. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. 2 silhouettes sombres se tenaient près du comptoir de la cuisine. L'une d'elles tenait un sac, l'autre fouillait dans les tiroirs. La fenêtre au-dessus de l'évier était brisée, des morceaux de verre éparpillés sur le sol. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que c'était des apparitions. Mais ces silhouettes étaient trop solides, trop réelles pour être des fantômes. C'étaient des cambrioleurs. J'ai laissé échapper un cri de surprise et de terreur. Les 2 intrus se sont retournés brusquement, surpris par ma présence. L'un d'eux a juré et a fait un pas vers moi. J'ai reculé instinctivement, trébuchant presque sur mes propres pieds. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui se passait. Comment des vrais cambrioleurs avaient-ils pu s'introduire chez nous? Notre maison était connue dans le voisinage pour être hantée. Personne n'osait s'en approcher la nuit. L'un des intrus a fait un autre pas vers moi. J'ai vu la lame d'un couteau briller dans sa main. La panique m'a envahi. J'ai fait volte-face et j'ai couru vers l'escalier, criant à plein poumon pour réveiller mes parents. J'entendais les pas lourds des cambrioleurs derrière moi. J'ai grimpé les marches 4 à 4, mon cœur battant la chamade. J'ai atteint le palier au moment où la porte de la chambre de mes parents s'ouvrait brusquement. Mon père est apparu, l'air encore endormi mais alerte. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, avant de voir mon visage terrifié et d'entendre les pas dans l'escalier. En un instant, il a compris la situation. Il m'a poussé derrière lui et s'est placé en haut des escaliers, prêt à faire face aux intrus. Les cambrioleurs ont hésité en voyant mon père. Ils ont échangé un regard rapide avant de faire demi-tour et de descendre les escaliers en courant. Mon père les a poursuivis, attrapant au passage la batte de baseball qu'il gardait toujours près de la porte d'entrée. Ma mère, réveillée par le bruit, est sortie de la chambre et m'a prise dans ses bras, tremblante. Nous avons entendu la porte d'entrée claquer et le bruit de pas précipités s'éloignant dans l'allée. Mon père est revenu quelques instants plus tard, essoufflé mais indemne. « Ils sont partis », a-t-il dit, nous serrant toutes les deux dans ses bras. « Tout va bien maintenant. » Mais je savais que rien n'allait bien. Notre sanctuaire,
Notre maison que nous pensions protégée par ses habitants surnaturels avait été violée. Les heures qui ont suivi ont été floues. La police est arrivée, prenant nos dépositions et inspectant la maison. Ils ont trouvé des traces d'effraction à la fenêtre de la cuisine et ont pris des empreintes. Mais les cambrioleurs n'ont jamais été retrouvés. Cette nuit a changé quelque chose en moi, dans notre famille et même dans notre maison. Les jours suivants, j'ai remarqué que les manifestations paranormales habituelles semblaient avoir cessé. Plus de portes qui s'ouvraient toutes seules, plus d'objets qui se déplaçaient, plus de pas dans le couloir la nuit. C'était comme si nos fantômes familiers avaient été aussi choqués que nous par cette intrusion et avaient décidé de se faire discrets. Pendant des semaines, j'ai eu du mal à dormir. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque ombre me semblait menaçante. Nous avons installé un système d'alarme, renforcé les serrures, mais le sentiment de sécurité que nous avions toujours eu dans cette vieille maison avait disparu. Petit à petit, la vie a repris son cours. Les semaines sont devenues des mois, les mois des années. Mais quelque chose avait changé pour toujours. Notre relation avec notre maison, avec ses histoires et ses secrets, n'était plus la même. Les manifestations paranormales ont fini par reprendre, mais elles semblaient différentes. Moins fréquentes, moins intenses, comme si nos fantômes étaient devenus plus prudents, plus protecteurs peut-être. Parfois, la nuit, quand je ne parviens pas à dormir, je repense à cette nuit-là. Je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas entendu ces bruits, si je n'étais pas descendu. Je pense à la fine ligne qui sépare le paranormal du réel, et à comment cette ligne peut parfois devenir floue. Notre vieille ferme familiale garde ses secrets. Elle a vu naître et mourir des générations. Elle a été témoin de joies et de peines, de moments ordinaires et extraordinaires. Cette nuit-là, elle a ajouté un nouveau chapitre à son histoire, un chapitre qui nous a rappelé que parfois, la réalité peut être plus effrayante que les fantômes. Aujourd'hui encore, quand j'entends un bruit étrange dans la maison, je me fige. Est-ce l'un de nos fantômes familiers ou quelque chose de plus sinistre ? Cette incertitude, ce mélange de peur et de fascination, c'est ce qui définit notre vie dans cette maison hantée. Et malgré tout, malgré cette nuit terrifiante, je ne voudrais vivre nulle part ailleurs. Car cette maison, avec tous ses mystères et ses ombres, c'est chez moi. C'est une partie de moi, de mon histoire, de celle de ma famille. Et je sais que quoi qu'il arrive, qu'il s'agisse de manifestations paranormales ou d'intrusions bien réelles, nous y ferons face ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Je ne suis jamais vraiment arrivé à expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Et pourtant, les détails de cette soirée restent gravés dans ma mémoire comme si c'était hier. J'étais chauffeur de bus dans une petite ville du Dorset depuis une quinzaine d'années à l'époque. Un boulot tranquille, avec ses habitués et sa routine bien huilée. Parmi mes passagers réguliers, il y avait Jane, une vieille dame d'une 80aine d'années qui prenait le bus tous les mardis et jeudis pour aller voir son fils à l'autre bout de la ville. Jane était atteinte de démence depuis quelques années, mais elle restait très attachée à ses visites bi-hebdomadaires. Son fils travaillait beaucoup et ne pouvait pas venir la chercher, alors elle insistait pour faire le trajet en bus malgré sa maladie. Je me souviens encore de son sourire chaleureux quand elle montait dans le bus, s'appuyant sur sa canne. Elle s'asseyait toujours sur le même siège, juste derrière moi, et me racontait sa journée pendant le trajet. Parfois elle oubliait où elle allait, ou bien elle me répétait plusieurs fois la même chose, mais ça ne me dérangeait pas. J'aimais bien Jane, avec sa gentillesse et sa détermination malgré la maladie. Malheureusement, un jour il y a eu un incident dans le bus. Jane était particulièrement confuse ce jour-là. Elle ne reconnaissait pas où elle était et s'est mise à paniquer. Elle criait qu'elle voulait rentrer chez elle, qu'on l'avait kidnappée. J'ai dû arrêter le bus et essayer de la calmer, mais rien n'y faisait. Finalement, son fils est venu la chercher et l'a ramenée. Après ça, je ne l'ai plus revue dans le bus. J'imagine que sa famille a décidé que ce n'était plus prudent de la laisser voyager seule. Ça m'a fait de la peine de ne plus la voir, mais je comprenais que c'était sans doute mieux ainsi. La vie a repris son cours. Les mois ont passé.
Et puis il y a eu cette nuit, celle dont je me souviendrai toujours. C'était un jeudi soir, fin novembre. Il faisait un froid glacial et un épais brouillard enveloppait la ville. J'effectuais ma dernière tournée de la journée, celle de 22h30. Le bus était vide, comme souvent à cette heure tardive. Je roulais tranquillement dans les rues désertes, pressé de finir mon service et de rentrer me réchauffer chez moi. Soudain, alors que je passais devant la rue où habitait Jane, j'ai ressenti une sensation étrange, comme une force invisible qui me poussait à m'arrêter là. C'était complètement irrationnel. Je n'avais aucune raison de m'arrêter à cet arrêt. Et pourtant, presque malgré moi, j'ai ralenti et je me suis garé devant chez Jane. Je suis resté là quelques minutes, le moteur tournant au ralenti, me demandant ce qui m'avait pris. J'allais redémarrer quand j'ai senti comme un courant d'air froid me traverser. L'atmosphère dans le bus a changé, je ne saurais pas l'expliquer autrement. J'avais la chair de poule, mes cheveux se sont dressés sur ma nuque, et puis j'ai entendu un bruit, un froissement léger, comme si quelqu'un s'asseyait sur un siège. Instinctivement, j'ai regardé dans le rétroviseur. Le bus était toujours vide et pourtant j'aurais juré sentir une présence, comme si quelqu'un était monté sans que je m'en aperçoive. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai allumé toutes les lumières du bus, vérifié chaque recoin, mais il n'y avait personne. Et malgré tout, cette sensation de présence persistait. Je me suis dit que j'étais fatigué, que mon imagination me jouait des tours. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose d'inexplicable était en train de se produire. Alors, sans trop savoir pourquoi, j'ai redémarré le bus et j'ai continué ma route habituelle. Je me suis arrêté à chaque arrêt, comme si j'avais des passagers, bien que le bus soit toujours vide. Quand je suis arrivé à l'arrêt où Jane descendait d'habitude pour aller chez son fils, j'ai de nouveau ressenti ce courant d'air froid, et puis plus rien. La présence que j'avais sentie s'était comme évaporée. Je suis rentré au dépôt complètement chamboulé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, rejouant sans cesse dans ma tête les événements étranges de la soirée. Le lendemain matin, j'ai appris la nouvelle. Jane était décédée dans la nuit, vers 23h, exactement au moment où j'avais ressenti cette présence dans mon bus. Ça m'a fait un choc. Je ne suis pas du genre superstitieux d'habitude, mais là je ne pouvais m'empêcher de faire le lien. Est-ce que j'avais vraiment transporté l'âme de Jane pour une dernière visite à son fils ? C'était complètement fou, et pourtant, j'ai gardé cette histoire pour moi pendant longtemps. Qui m'aurait cru ? Mais ça m'a hanté pendant des années. Je repensais souvent à Jane, à son sourire, à sa gentillesse, et je me disais que si c'était vraiment son esprit que j'avais transporté ce soir-là, j'étais heureux d'avoir pu l'aider une dernière fois. Les années ont passé, mais je n'ai jamais oublié cette nuit étrange. Parfois, quand je conduis mon bus par une soirée brumeuse, je repense à Jane, et je me dis que peut-être, il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension. Des moments où la frontière entre la vie et la mort devient floue, où l'impossible devient possible l'espace d'un instant. Je ne sais pas si ce que j'ai vécu cette nuit-là était réel, ou le fruit de mon imagination. Mais une chose est sûre, ça a changé ma façon de voir le monde. Ça m'a rappelé que derrière chaque passager, il y a une histoire, une vie, des liens qui persistent même au-delà de la mort. Depuis, je fais toujours attention à mes passagers, surtout les personnes âgées. Je prends le temps de leur parler, de les écouter. Parce que je sais maintenant que chaque trajet peut être important, peut-être même le dernier. Je ne raconte pas souvent cette histoire. La plupart des gens penseraient sûrement que je suis fou ou que j'invente. Mais je sais ce que j'ai vécu cette nuit-là. Et même si je ne peux pas l'expliquer, même si ça défie toute logique, je sais au fond de moi que c'était réel. Parfois, quand je passe devant l'ancienne maison de Jane, je ralentis un peu, juste au cas où. Et parfois, juste parfois, je sens comme un léger courant d'air dans le bus. Et je souris, en me disant que peut-être, Jane est encore là, quelque part, prête pour un dernier voyage. Cette expérience m'a appris que la vie est pleine de mystères, et que parfois, il faut accepter qu'on ne peut pas tout expliquer.
Mais ça m'a aussi montré la beauté des liens qui nous unissent, et comment ils peuvent persister même au-delà de ce qu'on croit possible. Alors voilà, c'est mon histoire. Une histoire que je n'oublierai jamais. Une nuit qui a changé ma vie à jamais. Et même si je ne comprends toujours pas ce qui s'est réellement passé, je suis reconnaissant d'avoir vécu cette expérience. Parce qu'elle m'a rappelé que dans ce monde, il y a encore de la place pour la magie, pour le mystère. Et que parfois, les choses les plus extraordinaires peuvent arriver dans les moments les plus ordinaires. Je ne sais pas ce qui arrive après la mort. Mais j'aime penser que si Jane a vraiment fait ce dernier voyage cette nuit-là, elle est partie en paix, avec le souvenir d'une dernière visite à son fils. Et si c'est le cas, je suis heureux d'avoir pu l'aider, une dernière fois. Aujourd'hui encore, quand je prends le volant de mon bus, je pense à Jane. Et je me dis que peut-être, quelque part, elle est encore là, prête à monter pour un dernier trajet. Et ça me fait sourire, malgré tout. J'ai vécu une expérience étrange quand j'étais enfant, quelque chose que je n'ai jamais pu expliquer et qui me hante encore aujourd'hui. Ça s'est passé il y a environ 20 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 7 ans à l'époque et mon jouet préféré était un petit dragon en peluche rouge. Je l'emmenais partout avec moi, je dormais avec lui chaque nuit et je refusais catégoriquement de m'en séparer. Un jour, alors que nous rentrions d'un pique-nique en famille, je me suis rendu compte avec horreur que mon dragon avait disparu. J'étais inconsolable. Mes parents ont fouillé la voiture de fond en comble, nous sommes retournés au parc pour chercher, mais en vain. Mon dragon rouge semblait s'être volatilisé. J'ai pleuré pendant des jours, refusant de manger ou de dormir. Mes parents étaient désemparés, ne sachant plus quoi faire pour me consoler. Les semaines ont passé, et petit à petit, j'ai fini par accepter la perte de mon dragon bien-aimé. Mais au fond de moi, j'espérais toujours le retrouver un jour. Quelques mois plus tard, nous avons appris le décès de ma grand-tante Mathilde. Je ne la connaissais pas très bien, mais mes parents semblaient très affectés. Le jour des funérailles est arrivé et toute la famille s'est réunie chez nous après la cérémonie. L'ambiance était lourde et triste. Ma mère s'occupait des invités dans le salon pendant que je restais assise sur un tabouret dans la cuisine, ne sachant pas trop quoi faire. J'observais les adultes qui parlaient à voix basse, l'air grave. À un moment, ma mère est venue me voir pour me demander si j'avais faim. Elle a ouvert le frigo pour me préparer un sandwich. C'est là que ça s'est produit. En l'espace d'un instant, alors que ma mère avait le dos tourné, j'ai senti quelque chose apparaître dans ma main. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai eu un choc. Mon dragon rouge était là, dans ma paume. Exactement comme je m'en souvenais, avec son petit sourire cousu et ses ailes en feutre. Ma mère s'est retournée et a poussé un cri de surprise en voyant le dragon. « Mais d'où sort-il » m'a-t-elle demandé, stupéfaite. J'étais tellement abasourdi que je ne savais pas quoi répondre. Puis les mots sont sortis tout seuls. « C'est lui qui me l'a donné. » Ma mère m'a regardé avec incompréhension. « Qui ça, lui ?» J'ai haussé les épaules, incapable d'expliquer. « Je ne sais pas. Il a dit qu'il devait rentrer chez lui maintenant, et qu'il nous aimait. » Le visage de ma mère est devenu livide. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un d'autre dans la cuisine. Mais nous étions seuls. Elle m'a demandé de répéter ce que j'avais dit, mais je ne pouvais pas en dire plus. Je ne comprenais pas moi-même ce qui venait de se passer. Ma mère a appelé mon père qui est venu en courant. Ils m'ont bombardé de questions. Qui t'a donné le dragon? Où était-il? Que veux-tu dire par « il devait rentrer chez lui » ? Mais je n'avais aucune réponse à leur donner. Tout ce que je savais, c'est que mon dragon était revenu et que j'étais folle de joie. L'incident a jeté un froid sur la réunion de famille. Les adultes chuchotaient entre eux, me jetant des regards inquiets. J'ai entendu ma tante dire qu'il ne fallait pas parler de ces choses-là le jour d'un enterrement. Mon oncle a suggéré que j'avais peut-être inventé toute l'histoire pour attirer l'attention. Mais je savais que je n'avais rien inventé. Le dragon était bien là, dans mes bras, aussi réel que possible. Et au fond de moi, je sentais que quelque chose d'inexplicable s'était produit.
Les jours suivants, mes parents ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Ils ont interrogé tous les invités présents ce jour-là, pensant que quelqu'un avait peut-être retrouvé le dragon et me l'avait rendu discrètement. Mais personne n'était au courant de rien. Ils ont même contacté le parc où nous avions pique-niqué des mois plus tôt, au cas où quelqu'un aurait retrouvé le dragon et l'aurait gardé tout ce temps. Mais là encore, aucune explication rationnelle n'a été trouvée. Plus le temps passait, plus l'événement prenait une dimension étrange et inquiétante. Je me suis mise à faire des cauchemars où je voyais une silhouette sombre dans ma chambre qui me tendait le dragon avant de disparaître. Je me réveillais en sueur, serrant mon dragon contre moi. Mes parents ont fini par consulter un psychologue pour enfants, pensant que j'avais peut-être imaginé toute cette histoire pour faire face au deuil de ma grand-tante. Mais le psychologue n'a rien trouvé d'anormal dans mon comportement. J'étais une petite fille parfaitement équilibrée qui racontait simplement ce qu'elle avait vécu. L'incident a eu un impact profond sur notre famille. Ma mère est devenue plus anxieuse, sursautant au moindre bruit dans la maison. Mon père, d'habitude si rationnel, s'est mis à s'intéresser aux phénomènes paranormaux, cherchant des explications dans des livres ésotériques. Quant à moi, j'ai gardé le dragon précieusement, mais je n'osais plus dormir avec. Je le rangeais soigneusement dans un tiroir chaque soir, comme si j'avais peur qu'il disparaisse à nouveau, ou pire, qu'il ramène avec lui ce mystérieux visiteur. Les années ont passé, et l'événement est resté un mystère non résolu dans notre famille. Nous en parlions rarement, comme si le simple fait d'évoquer cette histoire pouvait faire revenir ce phénomène inexplicable. Aujourd'hui, à l'âge adulte, je regarde encore ce petit dragon rouge avec un mélange de tendresse et d'appréhension. Il est là, sur une étagère dans mon appartement, témoin silencieux d'un événement que je ne comprends toujours pas. Parfois, tard le soir, quand tout est calme, je repense à cette journée étrange. Je me demande qui était ce lui dont j'ai parlé. Était-ce vraiment quelqu'un ou quelque chose? Et pourquoi avait-il besoin de rentrer chez lui? Je sais que je ne trouverai probablement jamais de réponse à ces questions. Mais une chose est sûre, cette expérience a changé ma perception du monde. Elle m'a fait comprendre qu'il y a des choses qui échappent à notre compréhension, des mystères que la logique ne peut pas expliquer. Je ne sais pas si c'était un miracle, un phénomène paranormal ou simplement le fruit de l'imagination d'une petite fille en deuil. Mais ce jour-là, dans cette cuisine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Et malgré toutes ces années, je n'ai jamais pu l'oublier. Parfois, quand je regarde le dragon, j'ai l'impression qu'il me regarde aussi, comme s'il gardait un secret qu'il ne peut pas partager. Et dans ces moments-là, je me demande si un jour, peut-être, il reviendra pour nous donner les réponses que nous cherchons depuis si longtemps. En attendant, je garde précieusement ce petit dragon rouge, symbole d'un mystère qui continue de me fasciner et de m'intriguer, même après toutes ces années. J'ai grandi dans une famille sikh traditionnelle en Inde, entourée de rituels et de croyances ancestrales. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait bouleverser nos vies pendant des années. Tout a commencé il y a environ 10 ans, quand ma mère a mystérieusement perdu une somme importante, 10 000 $ en espèces qu'elle gardait précieusement dans un coffre-fort à la maison. Ce jour-là, je me souviens parfaitement de la panique dans sa voix quand elle m'a appelé. « Priya, l'argent a disparu. J'ai cherché partout, retourné toute la maison, mais il n'y est plus. » J'ai essayé de la calmer, lui suggérant qu'elle l'avait peut-être rangé ailleurs sans s'en souvenir. Mais au fond de moi, je savais que ma mère était extrêmement soigneuse avec l'argent. Jamais elle n'aurait pu égarer une telle somme. Nous avons passé des heures à fouiller chaque recoin de la maison, sans succès. La police a été prévenue, mais n'a rien trouvé de suspect. Aucune trace d'effraction. Rien. C'était comme si l'argent s'était volatilisé. Ma mère était dévastée. Elle ne dormait plus la nuit, obsédée par cette disparition inexpliquée. Quelques semaines plus tard, alors que nous commencions à nous faire à l'idée que cet argent était perdu à jamais, l'impensable s'est produit. Un matin, ma mère a ouvert le coffre-fort et a poussé un cri. L'argent était là, exactement à sa place, comme s'il n'avait jamais disparu.
Nous étions abasourdis, incapables d'expliquer ce qui venait de se passer. C'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Des objets se mettaient à disparaître puis à réapparaître sans explication. Au début, c'était des petites choses insignifiantes. Un stylo, une paire de lunettes, un livre. Nous mettions ça sur le compte de notre distraction. Mais peu à peu, les disparitions sont devenues plus fréquentes et concernaient des objets de plus en plus importants. Un jour, c'est le collier de mariage de ma grand-mère qui a disparu. Ce bijou avait une valeur sentimentale inestimable pour notre famille. Ma mère l'a cherché pendant des jours, en larmes, persuadée de l'avoir perdu pour toujours. Et puis, comme par magie, il est réapparu sur sa table de chevet une semaine plus tard. Ces événements inexplicables ont commencé à peser lourdement sur notre famille. L'atmosphère à la maison est devenue tendue, chargée d'anxiété. Nous avions constamment peur de perdre quelque chose d'important. Ma mère sursautait au moindre bruit, persuadée qu'un voleur invisible rôdait dans la maison. Un soir, alors que je rangeais ma chambre, j'ai remarqué que mon bracelet préféré, un cadeau de mon père, n'était plus à sa place habituelle. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Pas encore, ai-je pensé. J'ai retourné toute ma chambre, vidé tous mes tiroirs, mais rien à faire. Le bracelet avait disparu. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais allongé dans mon lit, tous mes sens en alerte, espérant entendre le moindre bruit qui pourrait m'indiquer la présence de cet intrus mystérieux. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu un léger tintement métallique. Mon cœur s'est arrêté. Lentement, j'ai allumé ma lampe de chevet. Là, sur ma table de nuit, mon bracelet était posé. J'étais certaine qu'il n'y était pas quelques secondes auparavant. J'ai regardé autour de moi, terrorisé, mais il n'y avait personne. La fenêtre était fermée, la porte de ma chambre aussi. Comment était-ce possible? Le lendemain, j'ai parlé à ma mère de ce qui s'était passé. Elle est devenue blême. Priya, m'a-t-elle dit d'une voix tremblante, je crois que nous avons affaire à quelque chose qui nous dépasse. Elle m'a alors raconté que dans notre culture, il existait des esprits appelés Pitta, des entités familiales qui pouvaient parfois jouer des tours aux vivants. Bien que sceptique, j'étais à court d'explications rationnelles. Nous avons donc décidé de consulter un médium local, réputé pour sa capacité à communiquer avec le monde des esprits. Le jour de la consultation, j'étais nerveuse. Le médium, une vieille femme aux yeux perçants, nous a accueillis dans une pièce sombre, remplie d'encens. Dès que nous avons commencé à lui raconter notre histoire, elle a fermé les yeux et s'est mise à marmonner dans une langue que je ne comprenais pas. Soudain, elle a ouvert les yeux et nous a fixés intensément. « Vous avez raison », a-t-elle dit. « C'est bien un Pitta qui est à l'origine de ces disparitions. C'est un esprit masculin, un membre de votre famille qui est décédé il y a longtemps. » Ma mère et moi nous sommes regardés, stupéfaites. Le médium a continué. « Il ne veut pas vous faire de mal. Il cherche juste à attirer votre attention. Il y a quelque chose d'inachevé, une promesse non tenue peut-être. » Nous avons passé les jours suivants à essayer de comprendre qui pourrait être cet esprit et ce qu'il voulait. Ma mère a contacté tous les membres âgés de notre famille, cherchant des histoires oubliées, des secrets de famille. Pendant ce temps, les disparitions ont continué. Un jour, c'était les clés de la voiture. Le lendemain, le portefeuille de mon père. Chaque fois, les objets réapparaissaient dans des endroits improbables, sous un coussin du canapé, dans le panier à linge, derrière un cadre photo. L'angoisse grandissait dans notre maison. Nous avions l'impression d'être constamment observés, épiés. La nuit, je me réveillais souvent en sursaut, persuadé d'avoir entendu des bruits de pas ou des chuchotements. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner, j'ai remarqué que la photo de ma grand-mère paternelle, habituellement accrochée dans le salon, avait disparu. C'était une vieille photo en noir et blanc, le seul souvenir que nous avions d'elle car elle était décédée avant ma naissance. J'ai immédiatement alerté ma mère. Nous avons cherché partout, mais en vain. Ma mère était bouleversée. Cette photo était tout ce qui lui restait de sa belle-mère qu'elle n'avait jamais connue. Ce soir-là, épuisés par nos recherches infructueuses,
Nous sommes retournés voir le médium. Cette fois, elle semblait agitée dès notre arrivée. Sans même que nous ayons le temps de parler, elle s'est lancée dans une transe, marmonnant des mots incompréhensibles. Quand elle est revenue à elle, son regard était différent. « Ce n'est pas un esprit masculin », a-t-elle dit d'une voix rauque. « C'est votre grand-mère, Priya. C'est elle qui essaie de communiquer avec vous. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ma grand-mère? Mais pourquoi? Que voulait-elle nous dire? Le médium a continué. Elle a un message pour vous. Elle dit qu'il y a un secret, quelque chose qui a été caché pendant trop longtemps. Elle veut que la vérité soit révélée. Sur le chemin du retour, ma mère est restée silencieuse, perdue dans ses pensées. Une fois à la maison, elle s'est assise lourdement sur le canapé et a pris une grande inspiration. « Priya », m'a-t-elle dit, « il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta grand-mère. » Elle m'a alors raconté une histoire que je n'avais jamais entendue auparavant. Ma grand-mère avait apparemment eu un premier mariage, avant d'épouser mon grand-père. Un mariage secret que la famille avait caché par honte. Son premier mari était mort dans des circonstances mystérieuses, et peu après, elle avait épousé mon grand-père. « Mais pourquoi ne m'avoir jamais parlé de ça ?» ai-je demandé, abasourdi. « Nous pensions que c'était mieux ainsi », a répondu ma mère, les larmes aux yeux. « Mais peut-être que ta grand-mère veut que cette histoire soit enfin reconnue. » Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil, tournant et retournant cette révélation dans ma tête. Vers minuit, j'ai entendu un bruit dans le salon. Le cœur battant, je me suis levé pour aller voir. Là, sur la table basse, la photo de ma grand-mère était réapparue. Mais ce n'était pas tout. À côté, il y avait une vieille enveloppe jaunie que je n'avais jamais vue auparavant. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre datée de plusieurs décennies plus tôt. C'était une lettre d'amour, écrite par le premier mari de ma grand-mère peu avant sa mort. J'ai réveillé ma mère pour lui montrer ma découverte. Ensemble, nous avons lu la lettre, découvrant une histoire d'amour tragique que le temps avait effacée. Depuis cette nuit-là, les disparitions ont cessé. C'est comme si ma grand-mère, ayant enfin réussi à faire entendre sa vérité, pouvait maintenant reposer en paix. Mais l'expérience nous a profondément marqués. Nous avons appris que les secrets de famille peuvent peser lourd, même au-delà de la mort. Et surtout, nous avons réalisé que parfois, ce qui semble inexplicable a en réalité une raison d'être, même si elle nous échappe au début. Aujourd'hui encore, quand je regarde la photo de ma grand-mère, je ne peux m'empêcher de me demander si elle est toujours là, quelque part, veillant sur nous. Et bien que les disparitions aient cessé, je garde toujours un œil vigilant sur mes affaires, juste au cas où un Pitta déciderait de nous rendre à nouveau visite. Cette expérience m'a appris à ne jamais sous-estimer les liens qui nous unissent à ceux qui nous ont précédés. Les Pittas, ces esprits familiaux, ne sont peut-être pas juste des légendes après tout. Ils sont peut-être là pour nous rappeler que notre histoire ne s'arrête pas à ce que nous voyons et que parfois, il faut creuser dans le passé pour comprendre le présent. Je n'oublierai jamais cette nuit-là à Charmont. C'était il y a 20 ans, mais les souvenirs sont encore si vifs dans mon esprit que j'ai l'impression que tout s'est passé hier. J'avais 10 ans à l'époque, et ma mère et moi venions d'emménager dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble délabré. Mon père nous avait quittés quelques mois plus tôt, et nous essayions tant bien que mal de reconstruire notre vie. L'appartement était minuscule et mal entretenu, mais c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. Les murs étaient fins comme du papier, et nous entendions constamment les voisins se disputer, écouter de la musique forte ou regarder la télé jusqu'à pas d'heure. Ma mère travaillait de longues heures pour joindre les deux bouts, et je passais beaucoup de temps seul à la maison après l'école. Ce soir-là, ma mère était rentrée tard du travail, épuisée comme d'habitude. Je l'entendais s'affairer dans la cuisine, préparant un rapide dîner. De mon côté, j'étais allongé sur mon lit, essayant de me concentrer sur mes devoirs malgré le vacarme incessant des voisins. La télé hurlait à côté, et j'entendais des éclats de voix et des rires gras à travers le mur. Soudain, les lumières se sont mises à vaciller.
Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Les coupures de courant n'étaient pas rares dans cet immeuble vétuste. Mais cette fois, c'était différent. Les ampoules clignotaient de plus en plus vite, comme affolées. Puis elles se sont éteintes d'un coup, plongeant l'appartement dans l'obscurité totale. « Maman ?» ai-je appelé, un peu inquiet. « Je suis là, chérie », a-t-elle répondu depuis la cuisine. « Ne bouge pas, je vais chercher des bougies. » J'ai entendu ses pas dans le couloir, puis un bruit sourd suivi d'un cri étouffé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Maman, tout va bien ?» Pas de réponse, juste un silence pesant, oppressant. Même les voisins s'étaient tus. C'est alors que je l'ai vue. Une lueur bleutée, fantomatique, qui semblait flotter au milieu du salon. La lumière pulsait doucement, comme si elle respirait. Fasciné et terrifié à la fois, je me suis levé lentement de mon lit et me suis approché de la porte de ma chambre. La lueur s'est intensifiée, prenant peu à peu une forme humanoïde. J'ai retenu mon souffle, incapable de détourner le regard. La silhouette est devenue de plus en plus nette, révélant un corps à moitié squelettique, à moitié translucide. Ses orbites vides brillaient d'un éclat bleu glacial, et sa mâchoire décharnée semblait figée dans un rictus effrayant. Mais le plus troublant, c'est que je reconnaissais ce visage. Malgré l'état de décomposition avancé, je distinguais clairement les traits de mon grand-père maternel, décédé quelques années plus tôt. « Grand-père » ai-je murmuré, incrédule. L'apparition a tourné lentement la tête vers moi. Son regard vide m'a transpercé jusqu'à l'âme, et j'ai senti un froid intense m'envahir. J'ai voulu crier, appeler ma mère, mais aucun son ne sortait de ma gorge. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit de verre brisé venant de la cuisine, suivi d'un hurlement déchirant. Ma mère. La panique m'a submergé, mais j'étais comme paralysé, incapable de bouger. Le spectre s'est alors mis à flotter vers la cuisine, sa lumière bleutée illuminant le couloir sombre. J'ai enfin réussi à retrouver l'usage de mes jambes et je me suis précipité derrière lui. Ma mère était recroquevillée dans un coin de la cuisine, les yeux écarquillés de terreur. Des éclats de verre jonchèrent le sol. Elle avait dû faire tomber un plat en apercevant l'apparition. Le fantôme de mon grand-père flottait au-dessus d'elle, son aura bleutée emplissant toute la pièce. « Papa » a murmuré ma mère d'une voix tremblante. Le spectre a tendu une main squelettique vers elle. Ma mère a fermé les yeux, comme résignée. J'ai voulu me précipiter pour la protéger, mais une force invisible me retenait. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La lumière bleutée est devenue de plus en plus intense, presque aveuglante. Le visage du fantôme s'est adouci, perdant son aspect macabre. Pendant un bref instant, j'ai cru voir mon grand-père tel que je m'en souvenais, son sourire chaleureux, ses yeux bienveillants. Il a posé sa main sur la tête de ma mère dans un geste de tendresse. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la lumière s'est éteinte. Le spectre s'est évanoui dans l'air, ne laissant derrière lui qu'une odeur étrange, comme un mélange de fleurs fanées et d'ozone. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même les voisins, d'habitude si bruyants, semblaient avoir disparu. L'obscurité était totale, oppressante. « Maman » ai-je appelé d'une voix tremblante. J'ai entendu un sanglot étouffé, puis des bruits de mouvement. Quelques secondes plus tard, je sentais les bras de ma mère m'entourer, me serrant fort contre elle. « Ça va aller, mon chéri » a-t-elle murmuré, mais sa voix tremblait. « Tout va bien. » Nous sommes restés ainsi un long moment, enlacés dans le noir, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le temps semblait s'être arrêté. Puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, les lumières se sont rallumées d'un coup. Le bourdonnement familier du réfrigérateur a repris, et j'ai même entendu la télévision des voisins se remettre en marche. Ma mère s'est levée lentement, son visage encore marqué par la peur et l'incrédulité. Elle a commencé à ramasser machinalement les morceaux de verre brisés, comme pour se raccrocher à quelque chose de tangible, de normal. « Tu as vu ?» ai-je demandé timidement. Elle a hoché la tête, incapable de parler.
Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Le reste de la nuit s'est passé dans un brouillard. Nous avons à peine dormi, sursautant au moindre bruit. Au petit matin, épuisés et encore sous le choc, nous avons décidé d'aller frapper à la porte des voisins. Nous avions besoin de savoir si quelqu'un d'autre avait vu ou entendu quelque chose. Mais à notre grande surprise, l'appartement d'à côté était vide. La porte était grande ouverte, et à l'intérieur, c'était comme si les occupants étaient partis en catastrophe. Des vêtements étaient éparpillés sur le sol, la télé était encore allumée, et j'ai même vu un repas à moitié mangé sur la table. Intrigués et un peu effrayés, nous avons fait le tour de l'immeuble. Tous les appartements étaient dans le même état, abandonnés à la hâte, comme si les habitants avaient fui dans la panique. Nous étions les seuls à être restés. Dans les jours qui ont suivi, nous avons appris que tous nos voisins avaient déménagé en pleine nuit, laissant la plupart de leurs affaires derrière eux. Personne ne voulait parler de ce qui s'était passé, mais les rumeurs allaient bon train dans le quartier. On parlait de phénomènes paranormaux, de malédictions, de présences maléfiques. Ma mère et moi, nous savions la vérité. Ce n'était pas une présence maléfique que nous avions vue cette nuit-là, mais quelque chose de bien plus complexe et mystérieux. Le fantôme de mon grand-père, ou du moins ce qui y ressemblait, nous avait rendu visite pour une raison que nous ne comprenions pas encore totalement. Les semaines suivantes ont été étranges. L'immeuble était devenu silencieux comme une tombe, ce qui contrastait fortement avec l'agitation habituelle. Ma mère et moi parlions peu de ce qui s'était passé, comme si mettre des mots dessus risquait de faire revenir l'apparition. Pourtant, petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Ma mère semblait plus sereine, plus en paix avec elle-même. Elle m'a confié un soir qu'elle avait toujours eu des regrets concernant sa relation avec son père, des choses non dites, des conflits non résolus. Cette apparition, aussi terrifiante qu'elle ait été, lui avait apporté une forme de clôture, de réconciliation. Quant à moi, cette expérience m'a profondément marqué. J'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes paranormaux, à lire tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Je cherchais des explications, des témoignages similaires, quelque chose qui pourrait donner un sens à ce que nous avions vécu. Nous sommes restés dans cet appartement encore quelques mois avant de déménager. L'ambiance y était devenue trop pesante, trop chargée de souvenirs. Mais étrangement, je n'ai jamais eu peur d'y vivre après cette nuit-là. Au contraire, j'avais l'impression que quelque chose nous protégeait. Aujourd'hui encore, 20 ans plus tard, je ne peux m'empêcher de repenser à cette nuit à Charmont. Était-ce vraiment le fantôme de mon grand-père? Ou notre esprit nous a-t-il joué des tours, créant cette vision à partir de notre chagrin et de notre stress? Je n'ai toujours pas de réponse définitive. Ce dont je suis sûr, c'est que cette expérience a changé notre vie. Elle nous a rappelé que le monde est plus vaste et plus mystérieux que nous ne le pensons, que la frontière entre les vivants et les morts n'est peut-être pas aussi nette qu'on le croit. Parfois, quand je ferme les yeux, je peux encore voir cette lueur bleutée, sentir ce froid intense, et je me demande si, quelque part, mon grand-père veille toujours sur nous. Si un jour, peut-être, il reviendra nous rendre visite pour nous apporter un autre message de l'au-delà. En attendant, je garde précieusement ce souvenir, cette nuit où le voile entre les mondes s'est déchiré l'espace d'un instant, nous offrant un aperçu de l'inconnu. Et je me dis que, finalement, il y a peut-être plus de réconfort que de terreur dans l'idée que ceux que nous avons aimés ne nous quittent jamais vraiment. Je vais créer un récit personnel basé sur la prémisse donnée, en français et avec au moins 1500 mots, sans mentionner le suicide et en suivant les directives fournies. Ça fait maintenant 6 mois que ma mère nous a quittés subitement. Sa disparition a laissé un vide immense dans nos vies, surtout pour moi qui venais juste d'avoir mon premier enfant. Elle était tellement impatiente de devenir grand-mère, mais le destin en a décidé autrement. Au début, j'étais complètement submergé par le chagrin et les responsabilités de jeune maman. Les journées passaient dans un brouillard de fatigue et de tristesse. Mais petit à petit, la routine s'est installée et j'ai commencé à reprendre pied. C'est à ce moment-là que les choses étranges ont commencé. La première fois,
J'ai cru que c'était une coïncidence. J'étais en train de changer la couche du bébé quand j'ai remarqué des cendres de cigarettes sur le rebord de la table à langer. Ça m'a surprise car ni mon mari ni moi ne fumons. Ma mère, elle, était une grande fumeuse. Elle adorait s'asseoir à cet endroit précis pour fumer en regardant par la fenêtre. J'ai nettoyé les cendres sans trop y penser, me disant que ça devait être de la poussière. Mais le lendemain, rebelote. Des cendres au même endroit. Cette fois, j'en ai parlé à mon mari. Il a regardé attentivement et confirmé que c'était bien des cendres de cigarettes. On a cherché partout d'où ça pouvait venir, mais impossible de trouver une explication logique. Les jours suivants, le phénomène s'est répété. Chaque matin, je retrouvais une petite trace de cendre sur la table à langer. Toujours au même endroit. J'ai commencé à me poser sérieusement des questions. Est-ce que je devenais folle? Est-ce que le manque de sommeil me faisait halluciner? Et puis un soir, alors que je berçais le bébé dans le salon, notre enceinte Alexa s'est mise à parler toute seule. D'une voix métallique, elle a dit « Je détecte une lumière dans la chambre du bébé ». J'ai sursauté, réveillant le petit. Mon mari dormait déjà, et j'étais seul. Le cœur battant, je suis allé vérifier. Bien sûr, il n'y avait aucune lumière allumée dans la chambre. J'ai mis ça sur le compte d'un bug du système. Mais le lendemain, rebelote avec notre Google Home cette fois. Il y a du mouvement près de la fenêtre. Là encore, rien d'anormal quand j'ai vérifié. Ces incidents ont continué pendant plusieurs jours. Nos assistants vocaux se déclenchèrent de façon aléatoire, faisant des commentaires sur des lumières ou des mouvements inexistants. À chaque fois, ça concernait des endroits où ma mère aimait passer du temps quand elle était là. Au bout d'une semaine, j'étais à cran. Je dormais mal, sursautant au moindre bruit. Mon mari commençait à s'inquiéter pour moi. Il pensait que je faisais une dépression post-partum et voulait que je consulte. Mais au fond de moi, je savais qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et puis un matin, l'évidence m'a frappé. Et si c'était ma mère qui essayait de communiquer avec nous? Ça peut paraître fou, mais ça expliquerait tout. Les cendres, les commentaires sur les lumières. Ma mère adorait tout ce qui touchait au paranormal. Elle passait des heures à regarder des émissions sur les fantômes et les esprits. Elle disait toujours qu'elle trouverait un moyen de nous faire signe si elle partait avant nous. Cette idée ne m'a plus quitté. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet, à lire des témoignages de gens ayant vécu des expériences similaires. Plus je lisais, plus j'étais convaincu que ma mère essayait de maintenir le contact. J'en ai parlé à mon mari. Il était sceptique au début, mais face à l'accumulation d'incidents inexpliqués, il a fini par admettre que quelque chose d'étrange se passait. On a décidé d'essayer de communiquer activement avec elle. On a commencé par lui parler à voix haute, comme si elle était là avec nous. On lui racontait nos journées, les progrès du bébé. Au début, je me sentais un peu idiote, mais petit à petit, ça m'a aidé à faire mon deuil. Les phénomènes ont continué, mais ils ont changé de nature. Un soir, alors que je parlais au bébé de sa grand-mère, la veilleuse s'est mise à clignoter de façon rythmique, comme si quelqu'un essayait de communiquer en morse. J'ai eu la chair de poule, mais ce n'était pas de la peur, plutôt une sorte d'excitation mêlée d'émotion. Une autre fois, j'ai retrouvé une vieille photo de ma mère posée sur la table de nuit. Elle était rangée dans un album au fond d'un placard, impossible qu'elle soit arrivée là toute seule. Sur la photo, ma mère souriait, l'air sereine. Ça m'a fait pleurer, mais c'était des larmes de soulagement. Les semaines ont passé et les manifestations sont devenues de plus en plus évidentes. Des objets qui se déplaçaient tout seuls, des odeurs de parfum qui apparaissaient soudainement, la télé qui s'allumait sur les émissions préférées de ma mère. Un jour, alors que je donnais le biberon au bébé, j'ai senti comme une présence derrière moi. Une main invisible a semblé caresser mes cheveux, exactement comme le faisait ma mère pour me réconforter. J'ai fermé les yeux, savourant ce moment de connexion. Ces expériences ont complètement changé ma façon de voir la mort. Ce qui était une source d'angoisse est devenu presque réconfortant. Savoir que ma mère veillait encore sur nous, qu'elle pouvait voir grandir son petit-fils, ça m'a aidé à surmonter mon chagrin. Bien sûr, tout le monde n'était pas aussi ouvert que nous face à ces événements. Quand on en a parlé à la famille et aux amis,
Les réactions ont été mitigées. Certains nous ont pris pour des fous, d'autres étaient fascinés et voulaient en savoir plus. Ma sœur en particulier a eu du mal à accepter. Elle pensait qu'on s'accrochait à des illusions par désespoir. Ça a créé des tensions entre nous pendant un moment. Mais un jour,